Les jours passent, les semaines passent, les années passent, mais ce qui ne passe pas, c'est mon envie de vous demander de liker la vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous pour aider à l'engagement de la chaîne. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous aider, et c'est tout, passons sans plus attendre à la vidéo. Le royaume de Coca est un petit pays actuellement dirigé par un roi, mais qui n'a pas de successeur direct, ni prince ni princesse. Le monarque n'a qu'une fille de 15 ans, appelée Yona. Comme il s'agit d'un territoire de petite taille, les pays voisins le surveillent de près, ce qui fait que les guerres sont monnaie courante. Mais, aussi incroyable que cela puisse paraître, depuis la mort du roi précédent il y a 10 ans, tout est resté calme dans le royaume. Yona aurait dû assister à une cérémonie importante organisée par son père, mais elle n'y est finalement pas allée, car elle n'a trouvé aucune tenue à son goût. L'événement s'est donc déroulé sans la présence de la princesse. Bien que son père ait toujours trouvé Yona belle, elle était insatisfaite de ses cheveux, volumineux et rebelles. L'un des 5 généraux qui protégeaient le château, Aki, est venu se moquer d'elle, et Aki avait cette liberté car il était son ami depuis l'enfance. Aki est arrivé en disant que Suwon allait arriver, et dès qu'elle a entendu cela, Yona a couru tout excitée pour le voir. Suwon était également un ami d'enfance de Yona, il avait 3 ans de plus qu'elle, ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Et Suwon était venu passer la semaine pour fêter son anniversaire qui était la semaine suivante. Dès son arrivée, Suwon est allé saluer le roi, tandis que Yona était contrariée qu'il la traite encore comme une enfant. Quand elle était petite, Yona souffrait beaucoup de la mort de sa mère, et c'est pourquoi Suwon avait commencé à agir comme une figure protectrice dans sa vie. C'est pourquoi elle lui vouait tant d'affection. Et le lendemain, Yona partit à la recherche de Suwon et découvrit qu'il participait à un concours de tir à l'arc avec Aki. Curieuse, elle est allée regarder et a fini par vouloir apprendre le tir à l'arc avec Suwon, mais le roi n'a jamais permis à Yona d'avoir accès à des armes. Cependant, Suwon a fini par inviter Yona à faire une promenade à cheval, et elle a accepté sans hésiter. Aki l'a aidé à monter, et elle a remarqué à quel point Suwon était gentil avec les filles, ce qui expliquait probablement pourquoi il recevait tant de demandes en mariage, même s'il n'en avait jamais accepté aucune. Pour ne pas être en reste, Yona a inventé qu'elle avait déjà accepté une demande en mariage de Aki. Aki était très confus, car il n'avait aucune idée qu'il lui avait demandé sa main, tandis que Suwon a félicité le couple, laissant Yona dans le doute quant à savoir s'il y croyait vraiment. Plus tard, elle est allée parler à son père, réalisant qu'il n'approuvait pas sa relation avec Suwon. Malgré son talent et le fait qu'il soit un descendant de l'ancien roi, Suwon n'avait aucun soutien de la part du monarque pour devenir roi en l'épousant. Le roi lui-même a admis qu'il était un homme craintif, mais qu'il ne permettrait jamais à Yona de subir les mêmes souffrances que sa mère avait endurées. Révoltée, Yona est partie en marchant et a été abordée par une personne suspecte. Elle s'est souvenue de l'avertissement de son père et a été terrifiée par la situation, s'enfuyant en courant, poursuivie par cette personne. Suwon finit par retrouver Yona et elle lui raconta ce qui s'était passé, mais Suwon ne vit personne dans les environs. Il remarqua qu'elle était très effrayée et lui proposa de l'emmener voir Aki, pensant que les deux étaient fiancés. Mais Yona ouvrit son cœur et avoua qu'elle n'aimait que lui. Suwon a admis qu'il avait du mal à la voir comme une femme, car il l'avait toujours considérée comme une enfant. C'était exactement ce que Yona voulait entendre, et même si elle ne savait rien de la politique ou du fait d'être roi, elle était sûre de ses sentiments pour Suwon. Quelques jours plus tard, le jour de l'anniversaire de Yona arriva enfin, et lors de la fête, Suwon l'emmena dans un coin pour lui donner un cadeau. Son père, voyant cela, fut mécontent de la situation, et le cadeau en question était un accessoire pour les cheveux. Yona trouvait qu'il ne lui allait pas, mais Suwon lui dit qu'il aimait ses cheveux ainsi, et pour la première fois, Yona se sentit bien dans son apparence. Aki apparut et interrompit la conversation, et Yona décida d'aller se reposer dans sa chambre. Aki a dit à Suwon qu'il sentait qu'un étranger était entré dans le château, et en apprenant la frayeur qu'avait eue Yona, il a demandé à Suwon de garder un œil sur elle pendant qu'il renforçait la sécurité des lieux. Cette nuit-là, Yona décida d'aller parler à son père de Suwon, mais en arrivant, elle remarqua que la porte n'était pas verrouillée et qu'il n'y avait aucun garde. Lorsqu'elle entra, elle eut un choc en découvrant Suwon en train d'assassiner le roi en lui enfonçant une épée dans la poitrine. Pendant ce temps, Aki patrouillait dans le château et finit par croiser Minsu, qui était le garde personnel du roi. Ils discutèrent de ce qui se passait entre Yona et Suwon, du fait qu'elle était enfin tombée amoureuse de quelqu'un, et Aki souhaitait simplement qu'elle soit heureuse. À ce moment-là, on voit Yona qui était sur le point d'être exécutée par les gardes, mais elle a été sauvée par Aki, qui est apparu de nulle part et l'a protégée, se débarrassant des gardes qui l'entouraient. Il voulait comprendre ce qui se passait là-bas et a exigé une explication de Suwon. Avant cela, Yona n'arrivait pas à croire que Suwon ait pu faire cela à son père, mais c'était quelque chose qu'il prévoyait de faire depuis longtemps. Les soldats alliés à Suwon savaient que peu de gens étaient au courant de la situation et qu'ils devaient seulement surveiller Aki. Lorsqu'Aki entendit les gardes en parler et comprit de quoi il s'agissait, il voulut savoir comment tout cela était arrivé. Mais dès qu'ils le virent, les gardes se jetèrent sur lui et il riposta.
À ce moment-là, Suwon raconta à Yona que son père était connu comme l'homme craintif, qu'il n'aimait pas la guerre, mais que cela faisait de lui quelqu'un de gentil et de généreux. Des années auparavant, le roi précédent avait préféré transmettre le trône au père d'Yona plutôt que de choisir son fils aîné, le père de Suwon, qui n'avait jamais souhaité régner, mais qui aimait se battre pour protéger les personnes qui lui étaient chères, comme son frère, le père d'Yona. Malgré tout, après avoir accédé au trône, le père d'Yona avait tué le père de Suwon, ce qui avait poussé ce dernier à chercher à se venger. Dès le début, Suwon ne voulait pas blesser Yona, car il savait qu'elle ne se rendait presque jamais dans les appartements du roi. À ce moment-là, Kyezu est apparu. Voyant que la mission était accomplie et qu'Yona avait tout vu, il a tenté de la tuer pour ne laisser aucun témoin, mais Yona a renversé une bougie et provoqué un incendie, forçant les soldats de Kyezu à essayer d'éteindre le feu. Profitant de la confusion, elle finit par s'enfuir, mais elle fut à nouveau capturée, puis sauvée plus tard par Raki. Au début, Raki ne voulait pas s'immiscer entre Yona et Suwon, mais il se méfia des mouvements étranges des gardes et décida alors d'affronter Suwon pour savoir ce qui se passait. Yona a finalement été très soulagée de voir qu'elle pouvait compter sur Raki, car celui-ci avait reçu l'ordre direct du roi de la protéger à tout prix. Quand Raki a demandé des nouvelles du roi et a découvert qu'il avait été tué par Suwon, il a été pris de rage et s'est précipité sur Suwon pour obtenir des réponses sur les raisons qui l'avaient poussé à tuer le roi qui détestait les guerres, sachant que Suwon n'avait jamais montré qu'il voulait le trône, mais que pour lui, le pays n'avait pas besoin d'un roi faible. Qui connaissait très bien la force de Raki, mais comme Yona était utilisé comme otage, Raki dut se rendre et fut encerclé. Soudain, une flèche surgit de nulle part, l'aidant à se libérer et à s'échapper avec Yona. Ils ont trouvé Minsu, qui avait tiré la flèche, et Raki a confié Yona aux soins de Minsu et a ouvert la voie. Le trio a fini par trouver une cachette, mais s'échapper était très difficile en raison du nombre de gardes. Minsu a alors décidé de créer une diversion, car personne ne se méfiait de sa loyauté. Minsu enfila la cape de la princesse et courut dehors pour tromper les gardes. Raki profita de la distraction des gardes causée par Minsu pour s'échapper de la forteresse avec Yona. Malheureusement, Minsu finit par être touché par les flèches des archers et ne parvint pas à s'échapper. Ainsi, Raki et Yona réussirent à s'enfuir dans la forêt, tandis que Seungwoo envoyait ses soldats patrouiller la zone, même s'ils savaient qu'ils auraient du mal à trouver quoi que ce soit. Connaissant chaque recoin de cette forêt, Raki utilisa cela à son avantage et décida de laisser la princesse se reposer en sécurité là, au milieu des arbres. Le lendemain matin, les gens ont commencé à remarquer que quelque chose était en train de changer dans le pays, tandis que Seungwoo n'avait toujours pas de nouvelles de ses soldats. Raki et Yona ont choisi de partir, convaincus que tant qu'ils étaient ensemble et en vie, ils pourraient recommencer leur vie n'importe où. Yona souhaitait que Raki reste à ses côtés et il l'a pris dans ses bras, lui apportant du réconfort dans ce moment difficile. Après avoir vécu quelque temps caché dans la forêt, Raki remarqua qu'Yona s'affaiblissait de plus en plus, car elle n'avait jamais connu de telles difficultés auparavant. Dans le passé, Raki était le petit-fils d'un général célèbre qui avait attiré l'attention du roi, lequel l'avait invité à devenir son futur général. Mais Raki avait refusé car il ne voulait pas être impliqué dans les disputes et les jeux de la cour, qu'il méprisait fortement, et il voulait également éviter tout contact avec Yona car il était toujours déconcentré lorsqu'il était près d'elle. Mais lors d'une de ses tentatives de fuite, Yona finit par se cacher derrière lui après avoir été importuné par Taejong, le fils du chef de la tribu du feu. C'est à ce moment-là que Raki se rendit compte qu'Yona avait des sentiments pour Seungwoo, mais qu'elle préférait garder cela secret. Plus tard, Raki a demandé à son grand-père de l'emmener, mais celui-ci a refusé, ce qui a permis à Yona de le suivre. Elle s'est excusée d'avoir irrité Raki à cause de sa timidité et lui a apporté des fruits pour se réconcilier avec lui, puis elle est partie. Raki a ensuite entendu les soldats dire que le roi limitait son propre pouvoir, mais il a rapidement aperçu Taejong provoquant la princesse. Pour la défendre, il a dû intervenir car Taejong avait largement exagéré dans ses plaisanteries. Pour éloigner Taejong, Raki a fait semblant d'être très proche d'Yona, puis il a décidé d'assumer le rôle de protecteur d'Yona et a révélé qu'il était le futur chef de la tribu du vent. Le roi est intervenu pour calmer la situation et a reconnu que Raki serait un excellent gardien pour la princesse. À partir de là, Raki a commencé à voir le roi d'un autre œil, car il avait eu le courage d'intervenir personnellement et même de se blesser pour empêcher Taejong. Cela a rappelé à Raki l'époque où la reine était décédée et où le roi et Yona étaient tous deux dévastés, mais où la princesse avait décidé d'être forte pour soutenir son père. Seungwon et Raki ont également voulu aider Yona à surmonter sa perte, alors ils ont joué à la guerre de neige, ce qui a eu pour conséquence qu'Yona a fini par attraper un rhume. Elle voulait que son père vienne lui rendre visite, mais le médecin de la cour a prévenu qu'il était occupé et il n'a pas fallu longtemps pour que Raki et Seungwon tombent également malades. Le grand-père de Raki est alors venu lui rendre visite pour voir comment ils allaient, et Seungwon admirait le grand-père de Raki et rêvait de devenir un général comme lui. Raki, quant à lui, raconta qu'il était orphelin et qu'il avait été élevé par son grand-père.
Le père de Seo-won finit par se présenter lui aussi, ce qui rendit Yona encore plus triste, car le roi n'était pas venu. Beaucoup de gens pensaient que le roi évitait de rendre visite à sa fille de peur de tomber malade. Raki, cependant, a déclaré qu'il respectait le roi, car celui-ci faisait toujours passer les devoirs du pays avant tout. Yona a entendu cela et a cessé de blâmer son père. Plus tard dans la soirée, Yona a eu faim et Seo-won lui a apporté à manger, mais Miguel était très mal en point. Jusqu'à ce que le roi entre et révèle qu'il avait lui-même préparé le repas, essayant de se faire pardonner de ne pas être venu plus tôt. Yona tint à tout manger, appréciant ce geste. De retour au présent, nous voyons Yona rêver de Raki et Seo-won. Dans son rêve, elle souhaitait qu'ils restent ensemble pour toujours avec elle, mais après son réveil, il ne lui restait plus qu'à affronter la dure réalité. Raki remarqua qu'Yona était comme un fantôme, non seulement épuisée physiquement, mais aussi détruite émotionnellement. Cela poussa Raki à nourrir une profonde rancœur envers Seo-won pour avoir causé tant de souffrance à la princesse. Il trouva la barrette que Seo-won avait donnée à Yona et décida de la garder. Plus tard, Yona chercha la barrette, mais Raki ne lui montra rien. Elle essaya d'oublier ses sentiments pour Seo-won, mais n'y parvint pas. Yona finit par sortir et tomba nez à nez avec le serpent venimeux. Raki dut la sauver du danger, puis il lui rendit la barrette, car c'était le seul objet qui semblait donner de la force à la princesse à ce moment-là. Les deux restèrent dans la forêt jusqu'à ce qu'Yona se rende compte que Raki avait été mordu par le serpent. Mais il a dit que ce n'était rien, et ne sachant plus où aller, Raki a décidé de se rendre dans son pays natal, car même les villages pouvaient être dangereux à cause des soldats. En arrivant à la tribu du vent, les gens ont été surpris du retour de Raki. Ils ne connaissaient pas Yona et pensaient qu'il s'agissait simplement d'une jeune fille qu'il avait ramenée chez lui comme petite amie. Raki a demandé de la nourriture pour Yona et a voulu savoir où se trouvait son grand-père, Mundok. Ils lui ont dit que le palais avait convoqué les 5 anciens généraux pour une réunion, et c'est là que Raki a remarqué que personne ne savait ce qui s'était passé au château. À ce moment-là, les 5 généraux étaient réunis et le chef de la tribu du feu interrogea le grand-père de Raki, car de nombreuses rumeurs disaient que Raki avait tué le roi et kidnappé la princesse. À ce moment-là, Seo-won est apparu et a innocenté Raki, mais il n'a pas non plus revendiqué la responsabilité du crime contre le roi. Seo-won soutenait que les tribus devaient s'unir contre les menaces extérieures et tous les chefs ont soutenu son choix de monter sur le trône. Le grand-père de Raki a préféré ne pas donner son avis, car ce n'était plus lui le général, mais Raki, qui était désormais responsable de cette fonction. Par conséquent, s'ils avaient besoin d'un avis, ils devaient le consulter, ce qui a alerté le vieil homme qui risquait d'être accusé de trahison s'il restait silencieux, car dans le passé, il avait traité Seo-won comme son petit-fils, alors il a maintenant choisi de ne pas prendre position. Seo-won déclara que son couronnement aurait lieu dans 3 jours et qu'il attendrait sa présence. Plus tard, nous avons découvert que le chef de la tribu du feu avait secrètement soutenu Seo-won pour qu'il devienne roi. Il savait que Raki n'agirait pas de manière impulsive, car il ne voudrait pas mettre Yona en danger et semer le trouble dans le royaume. Seo-won a demandé au chef de la tribu du feu de faire les préparatifs nécessaires pour contenir la prétendue rébellion de la tribu du vent. Pendant ce temps, Yona a repris ses esprits et a rencontré un garçon nommé Yoon, qui était presque comme un petit frère pour Raki. Yoon lui a demandé quelle était sa relation avec Raki et elle a répondu qu'ils étaient juste amis. Les autres garçons se sont rapidement moqués, disant que Raki s'était fait rejeter, car Yona ne le considérait pas comme son petit ami. Raki a alors expliqué à Yona quelle identité elle devait assumer à ce moment-là. Après avoir fini de manger, Yona a décidé de sortir se promener et a été abordée par une vieille dame. Elle avait entendu Raki dire qu'Yona avait travaillé comme servante au palais, mais qu'elle n'était pas à la hauteur de la tâche et avait donc été renvoyée. La dame a proposé d'aider Yona à travailler et l'a mise à contribution pour faire la lessive. Peu après, Raki est venu prêter main forte et les deux ont remarqué que le ruisseau qui alimentait le village était complètement asséché. Raki a alors envoyé quelques habitants évaluer la situation en amont, et c'est à ce moment-là que le grand-père de Raki, Mundok, est arrivé au village. L'un des hommes envoyés par Raki est revenu blessé, racontant que la tribu du feu avait bloqué l'eau du ruisseau à sa source, empêchant ainsi l'approvisionnement du village. Connaissant la raison de cet acte, le grand-père de Raki a interdit aux habitants de prendre des mesures précipitées, car la tribu du feu subissait des pressions parce qu'il n'avait pas approuvé Seo-won comme nouveau roi. Le grand-père de Raki était déjà décidé à ne pas permettre à Seo-won de monter sur le trône, car si Raki réapparaissait, il serait accusé d'avoir tué l'ancien roi. Pendant ce temps, Tae-jun réapparut, plein de ressentiment, pensant qu'il aurait eu une chance avec Yona et qu'il aurait même pu devenir roi si Raki n'avait pas tout gâché. Yona était distraite lorsque Yoon l'a appelée pour dîner, mais elle s'est soudainement évanouie. Raki et son grand-père expliquèrent à Yona que Yoon avait toujours été fragile depuis son enfance et avait souvent besoin de médicaments. À ce moment-là, ils apprirent qu'une caravane de marchands avait été attaquée, laissant le village sans médicaments et sans eau.
Tout le monde comprit qu'il s'agissait d'un piège tendu par le village du feu, mais NDEA déclara qu'il connaissait le remède et se proposa d'aller chercher les médicaments pour Yoon. Raki l'autorisa à partir et demanda à tout le monde de ne pas provoquer la tribu du feu, car ils étaient en position de faiblesse, d'autant plus que la tribu du feu bénéficiait désormais du soutien de la royauté. Après cela, Raki appela Yona pour lui parler en privé et elle se demanda ce qu'elle devait faire dans cette situation. Raki lui a dit qu'il voulait qu'elle reste là et vive en paix, puis il est allé parler à son grand-père pour régler tout cela. Raki a suggéré à son grand-père d'accepter le couronnement de Sungwon et de reprendre son titre de général, tandis que lui-même quitterait la tribu, la libérant ainsi de toute persécution. Même s'il savait qu'il serait considéré comme un traître, il a accepté ce destin et a demandé à son grand-père de permettre à Yona de rester là et de mener une vie tranquille. Le grand-père de Raki a refusé d'accorder ce genre de vie à son petit-fils, alors Raki a utilisé son autorité de chef de tribu pour prendre une décision. Cette nuit-là, Raki passa à l'armurerie, fit ses adieux à certaines personnes et prit quelques équipements. Pendant ce temps, NDEA revint avec le remède et réussit à sauver Ia. Plus tard, Yona parla à la vieille dame et se rendit à la caravane attaquée. Elle a réalisé qu'elle mettait tout le village en danger et a décidé de partir. Le lendemain, Yona est partie à la recherche de Raki, mais elle a découvert qu'il avait déjà fait ses adieux à Ia. Ia a beaucoup pleuré et a remercié Yona pour les jours passés ensemble, réalisant qu'elle aussi allait partir. Yona avait promis à Raki de prendre soin d'Ia, mais maintenant, elle allait elle-même partir. Pendant ce temps, Raki faisait ses adieux à ses subordonnés à la porte et leur demandait de prendre soin d'Yona. Cependant, Yona décida de le suivre, même si Raki insistait pour qu'elle reste et mène une vie tranquille. Yona choisit de voyager avec lui. Raki lui fit savoir qu'il n'était plus son général, et que si elle voulait sa protection, elle devrait le payer d'une manière ou d'une autre. Comme elle n'avait rien à lui offrir, il tenta de la convaincre de rester avec la tribu du vent, et le grand-père de Raki leva son arc, pensant que son petit-fils manquait à nouveau de respect à Yona. Finalement, il accepta qu'elle parte avec Raki, et pendant ce temps, Taejun apprit où se trouvaient Raki et Yona et partit à leur recherche. Raki et Yona suivirent les conseils de son grand-père et partirent à la recherche d'un prêtre qui avait été le conseiller de l'ancien roi, mais qui s'était isolé après avoir été déçu par la direction prise par le royaume. Les deux arrivèrent dans une région montagneuse, et Raki avertit qu'il serait difficile d'y passer la nuit. Pour ne pas avoir froid, Yona décida de dormir près de lui, mais il l'avertit qu'il ne pouvait pas garantir son confort. Et soudain, Raki tira Yona pour se cacher, car il remarqua l'approche d'ennemis. Ils tombèrent nez à nez avec le groupe de Taejun, qui fut surpris de les trouver si tôt. Raki a dit qu'il n'était plus général, donc qu'il n'affecterait pas la tribu du vent, mais Taejun a quand même ordonné l'attaque. Raki a facilement mis tout le monde à terre, et quand les archers ont commencé à tirer de loin, Raki a pris Yona et s'est enfui en courant, bloquant les flèches sur son chemin. Yona a fini par trébucher, mais Raki l'a protégé, recevant une flèche à sa place et s'enfuyant avec elle peu après. Au cours de la journée, ils ont réussi à semer leurs poursuivants pendant un certain temps. Mais Raki a décidé de sortir pour se battre, laissant Yona caché. Raki a rapidement été encerclé, tandis qu'Yona s'est rendu compte que la flèche était empoisonnée et qu'il pouvait s'évanouir à tout moment. Elle ne voulait pas s'en mêler, mais elle a compris que si elle continuait à dépendre de lui, elle aurait mieux fait de rester dans la tribu du vent. Elle a donc pris son courage à deux mains, a renversé l'archer et s'est retrouvée face à Taejun. Il lui a même proposé de la ramener et de détrôner Sunwon, mais elle lui a demandé pourquoi il continuait à soutenir Sunwon, alors qu'il savait tout ce qu'il avait fait contre la tribu du vent. Elle a traité Taejun d'hypocrite et lui a dit qu'elle n'accepterait jamais de le suivre. Taejun a été impressionné par la force d'Yona, qui était auparavant si fragile, et Raki a fini par se plaindre qu'elle avait pris trop de risques. Mais à cause du poison, il a été pris de vertige et est tombé. Il a encore essayé de se battre, mais il a été touché et poussé au bord d'une falaise. Raki est tombé, mais a réussi à s'agripper au bord, et Yona a essayé de le tirer, mais Taejun l'a attrapé par les cheveux. Yona a alors pris son épée et s'est coupé les cheveux pour se libérer et sauver Raki. Taejun n'a pas permis aux soldats de blesser Yona, alors ils se sont contentés de regarder pendant qu'elle sauvait Raki. Mais elle n'a pas réussi à le soulever et ils ont fini par tomber tous les deux de la falaise. Taejun a envoyé ses soldats à leur recherche, mais il pensait qu'il était difficile qu'ils aient survécu à la chute. Le soir, Taejun est allé voir Sunwon et lui a remis la mèche de cheveux d'Yona qu'il avait gardée. Il lui a raconté tout ce qui s'était passé et était sûr qu'elle était morte. En réalité, il voulait seulement capturer Yona pour la ramener, mais tout avait dérapé. Taejun demanda à être puni, mais Sunwon lui tourna le dos et s'en alla. Pendant ce temps, un inconnu trouva Raki et Yona dans la forêt. Enfin, le jour du couronnement de Sunwon approchait. Kigreke a fait remarquer que le grand-père de Raki et le nouveau général étaient tous deux arrivés pour assister à l'événement, et Sunwon a manifesté son intérêt à les rencontrer. Il se souvint que, quelque temps auparavant, chaque fois qu'il venait voir Yona, Raki était là à l'attendre, et il admirait beaucoup la force de Raki.
au point de vouloir l'avoir comme garde du corps. C'est pourquoi Raki suggéra même à Sun Won d'épouser Yona et de monter sur le trône. Cependant, Sun Won a toujours eu des doutes à ce sujet, car il comprenait que s'il devenait roi un jour, il ne pourrait plus être proche d'Yona et de Raki comme avant. Malgré tout, il pensait qu'en laissant ces choses derrière lui, il était devenu celui qu'il était aujourd'hui. Lors de la cérémonie de couronnement, Sun Won réfléchit aux différents clans. Le clan du feu, qui restait loyal mais lorgnait le pouvoir, le clan de la terre, qui ne soutenait que ceux qui étaient au pouvoir, le clan de l'eau, qui attendait le meilleur moment pour agir, et enfin le clan du vent qui comptait plusieurs guerriers habiles formés par le grand-père de Raki et qui pouvaient donc se rebeller à tout moment. Sun Won savait qu'il devait unir tous ces clans pour protéger le royaume des menaces extérieures, et le grand-père de Raki demanda à Sun Won ce qu'il avait dû laisser derrière lui pour conquérir le trône. Il répondit que son ambition était de restaurer la grandeur du royaume sans dépendre des dieux, mais plutôt du peuple de cet endroit, et que si quelqu'un s'y opposait, il trouverait un moyen de régler le problème. Le grand-père de Raki fut surpris par le changement d'attitude de Sun Won, et pendant ce temps, Yona s'était réveillée et avait trouvé Yoon qui l'avait sauvée, elle et Raki. Yoon expliqua que Raki avait été gravement blessé en la protégeant lors de la chute de la falaise et que si les secours avaient tardé davantage, il n'aurait pas survécu. Yona fit également la connaissance d'un personnage quelque peu excentrique nommé Iksu. Elle hésita à lui révéler sa véritable identité, mais Iksu savait déjà qui elle était, et d'après les propos de Yoon, Yona comprit qu'il était le prêtre dont le grand-père de Raki parlait tant. Iksu a dit que son rôle était de transmettre la parole des dieux au peuple, mais selon Yoon, c'était justement ces messages énigmatiques qui avaient valu à Iksu d'être expulsé de la capitale. Yona était curieuse et voulait mieux comprendre tout cela, ce qui a fait remarquer à Yoon que même si elle vivait au palais, elle savait peu de choses sur le monde. Yona s'aperçut rapidement que Raki se réveillait, mais Yoon l'avertit qu'il avait de la fièvre et qu'en l'absence de médicaments appropriés, son rétablissement prendrait beaucoup de temps. Yona fit remarquer que Yoon n'était pas un spécialiste des médicaments et qu'il ne fallait donc pas trop espérer, d'autant plus qu'elle n'avait jamais remercié personne. Pas même Raki, qui avait tout risqué pour la sauver, et c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles Yoon n'aimait pas beaucoup les nobles et la royauté. Mais Iksu la rassura en lui disant que le dieu de la mort n'était pas encore venu le chercher. Plus tard, ils sortirent tous les deux se promener et Yona demanda à Iksu pourquoi il avait choisi de vivre là. Il répondit qu'il suivait simplement le cours de la vie et croyait que tout arrivait pour une raison. Cette même nuit, Yona alla remercier Yoon de lui avoir sauvé la vie et voulut en savoir plus sur son passé. Yoon révéla qu'il n'était qu'une personne qui s'occupait du prêtre, et que dans le passé, être prêtre était si important que même le roi ne pouvait désobéir. Ils étaient considérés comme des intermédiaires des dieux, capables d'influencer le gouvernement, de déclencher des guerres ou de destituer le roi s'il déplaisait aux dieux. C'est pourquoi ils finirent par devenir une menace pour la famille royale, et ce fut le père de Sun Won qui renvoya Iksu du palais, craignant qu'il ne perturbe le règne de l'ancien roi. La raison pour laquelle Yu emmena Iksu dans un endroit si éloigné est qu'Iksu était une personne trop bonne, toujours prête à aider les autres, même au détriment d'elle-même. C'est pourquoi ils finirent par s'installer là-bas. Cette même nuit, Yona remarqua que Ak avait disparu. Elle se mit à courir pour le retrouver, l'appelant, mais il était simplement parti chercher son épée. Yona était triste qu'il ne l'ait pas invité à l'accompagner, et Ak, blessé pour l'avoir protégé, lui dit que s'il mourait, il voulait voir à quel point elle pleurerait pour lui. Yona ne voulait plus jamais être laissée derrière par Ak, et quand il s'est approché, elle a cogné sa tête contre la sienne. Elle a pensé qu'il essayait de voir s'il avait de la fièvre, alors elle lui a offert son front et il a joué le jeu. Voyant qu'Yona n'avait aucune expérience en matière de romance, Ak s'est excusé de lui avoir fait couper les cheveux. Mais elle a répondu qu'elle ne s'en était jamais souciée, donc elle ne le regrettait pas. Ak a toutefois remarqué qu'elle gardait toujours son élastique à cheveux. Le lendemain, Ak a compris exactement où il se trouvait, c'était la maison du prêtre. Yona est allée parler à Iksu, et il lui a demandé si elle voulait entendre la voix des dieux. Le grand-père de Ak lui avait déjà suggéré d'aller voir Iksu pour découvrir quelle voie suivre. Mais maintenant, après tout cela, tout ce qu'elle voulait, c'était vivre une vie paisible aux côtés de Ak. Mais Iksu lui a dit qu'elle serait la tempête qui changerait le destin du pays. Après cela, Yona et Ak arrivèrent ensemble, et Iksu leur raconta la prophétie des dieux. Lorsque les 4 dragons se réuniraient, le vrai roi apparaîtrait. Ak ne croyait pas à ces histoires, mais elles devaient être racontées. On dit que le roi dragon écarlate, un dieu dragon transformé en humain, fut le premier roi de la nation, mais qu'il fut trahi et détrôné par les humains eux-mêmes. Les 4 dragons vinrent alors le sauver et envisagèrent de détruire toute l'humanité, mais il leur demanda d'épargner tout le monde, et ils créèrent ainsi 4 guerriers pour le protéger. L'un avait des griffes puissantes, un autre avait des yeux qui voyaient tout, un autre encore sautait plus haut que quiconque, et le dernier avait une force hors du commun. Ils ont vaincu les 4 clans et ont servi le roi jusqu'à sa mort,
puis ont disparu sans laisser de traces. Iksu croyait qu'Yona était en danger et qu'elle avait besoin d'autres alliés en plus de Ak, car il ne pourrait pas la protéger seule. Elle devait trouver d'autres compagnons parmi les légendaires guerriers dragons. Même s'il s'agissait d'une légende, les descendants de ces guerriers existaient bel et bien, il était donc temps pour Yona de les rechercher. Selon Iksu, les dieux lui avaient déjà montré le chemin et c'était maintenant à elle d'aller de l'avant. Il a également déclaré que le fait qu'Yona ait survécu à tant d'épreuves était la preuve qu'elle avait un destin particulier. Mais tant que Ak portait tout seul ce fardeau, personne ne disait rien. Et cette nuit-là, Yona a pensé à jeter son élastique à cheveux, mais elle n'a pas pu. Après cela, elle retrouva Ak, qui lui demanda si elle voulait vraiment suivre la voie indiquée par Iksu. Mais Yona était déjà décidée à partir à la recherche des guerriers dragons et demanda à Ak de lui apprendre à se battre, car elle ne voulait être un fardeau pour personne. Il finit par accepter si c'était vraiment ce qu'elle voulait. Iksu a alors demandé qu'ils emmènent Yoon avec eux dans leur voyage, et il a même coupé les cheveux d'Yona. Yona s'aperçut que Yoon était vraiment très intelligent et semblait tout savoir. Yoon dit qu'il mémorisait n'importe quel livre après l'avoir lu une seule fois, et que s'il étudiait autant, c'était pour prendre soin d'Iksu. Mais il précisa qu'il ne ferait rien gratuitement et qu'il demanderait à être payé, alors Yona suggéra de passer la facture au grand-père de Ak. C'est là qu'elle a réalisé que le grand-père de Ak était une légende vivante, tout comme le père de son Won. Mais pour elle, il avait toujours été ce petit monsieur qui aimait les enfants. Yoon avait toujours eu envie d'explorer le monde et de découvrir différentes histoires. À un moment donné, elle est allée parler à Iksu et lui a révélé qu'elle ne voulait pas le séparer de Yoon, car ils étaient pratiquement comme une famille, et l'idée de les séparer était trop douloureuse pour elle. Malgré tout, Yoon a fini par tout entendre et est allé plus tard voir Iksu pour lui faire part de son mécontentement. Mais Iksu lui a expliqué qu'il ne voulait pas être un obstacle et qu'il voulait que Yoon ait la chance de découvrir ce qui existait au-delà de cet endroit, et qu'il était convaincu qu'il pourrait se débrouiller seul sans Yoon à ses côtés. En pensant à cela, Yoon a failli jeter un vieux livre de remèdes qu'Iksu lui avait donné, mais il n'a finalement pas pu s'y résoudre. Et soudain, Aki est apparu pour leur préparer du poisson. Yoon lui a demandé pourquoi il faisait tant d'efforts pour protéger Yuna au détriment de sa propre sécurité, et Aki lui a répondu qu'elle était la personne la plus importante de sa vie. Après cela, Yoon est allé réfléchir au bord d'une cascade et s'est souvenu que lorsqu'il était enfant, dans un village de la tribu du feu, il était si pauvre qu'il devait voler de la nourriture pour survivre. Une de ces fois-là, il a croisé le chemin d'Iksu et a essayé de le voler. Mais Iksu n'avait rien et lui a simplement offert sa gentillesse. C'est pourquoi Yoon a permis à Iksu de dormir chez lui cette nuit-là. Et plus tard, Yoon a fini par soigner les blessures qu'il avait infligées à Iksu. Le lendemain, Iksu donna à Yoon une patate douce pour apaiser sa faim. Yoon se rendit compte qu'Iksu avait probablement dû se défaire de ses propres chaussures pour obtenir cette nourriture, et il se demanda comment quelqu'un pouvait être aussi généreux. Iksu lui expliqua qu'il y avait toutes sortes de personnes dans le monde et qu'il ne se rendait presque jamais dans la capitale. Yoon avait toujours rêvé de changer de vie, d'aller dans la capitale et d'avoir davantage accès au savoir. Même s'il avait des difficultés, il savait lire et avait toujours soif de connaissances. Iksu promit d'aider Yoon à réaliser son rêve et lui dit que son rôle était d'alléger la souffrance des gens en suivant la volonté des dieux. Il apprit également à Yoon à fabriquer des sandales en paille, et Yoon était déterminé à continuer à apprendre aux côtés d'Iksu, mais celui-ci finit par partir, laissant Yoon dans l'espoir d'une nouvelle rencontre. Au bout d'un certain temps, Yoon réussit à gagner de l'argent en vendant les sandales qu'il fabriquait lui-même, jusqu'au jour où il retrouva Iksu. Il lui a dit qu'il avait cherché plusieurs livres à lui donner, mais qu'ils avaient tous été pris avant lui. Se sentant vaincu, il pensait rendre visite à Yoon une dernière fois avant de s'éloigner des gens. Mais Yoon a préféré le suivre et rester à ses côtés, et ils ont ainsi commencé à vivre ensemble. Plus tard, dans le présent, Iksu est allé chercher Yoon et lui a donné une paire de sandales faites à la main. Même si elle n'était pas très belle, Yoon en a également fabriqué une nouvelle paire pour Iksu, et c'est ainsi qu'Iksu a pu marcher seul, même avec difficulté. Yoon a alors réalisé qu'il pouvait prendre soin de lui-même, et a décidé de partir en suivant la décision d'Iksu. Peu après, le groupe se prépara à repartir, et Raki fut surpris par la quantité de choses que Yona emportait. Elle montra tout à Raki et dit au revoir à Iksu, promettant de revenir bientôt. Iksu dit qu'il se débrouillerait très bien tout seul, et Yona partit en avant, guidant Raki, tandis que celui-ci acceptait enfin sa présence dans le voyage. De l'autre côté, Suwon avait affaire à des nobles malhonnêtes et demanda à qui de s'occuper d'eux. Comme l'ancien roi était faible, de nombreux ambitieux avaient fini par prendre beaucoup de place et Suwon devait mettre fin à cela. Il trouva un livre sur le roi dragon Carmesin et se souvint du passé, mais il pensait que le pays n'avait pas besoin d'un roi légendaire pour être restauré. Pendant ce temps, le groupe de Yona poursuivait son voyage, essayant d'atteindre la frontière de l'Empire, formant le conseil d'Iksu. Les guerriers dragons avaient l'habitude de changer constamment de lieu, ce qui rendait très difficile de les trouver. Il existait une tribu gardienne de la lignée des dragons, isolée dans une montagne près de la frontière,
et c'était leur destination cette fois-ci. Raki était toujours sur ses gardes lorsque quelqu'un s'approchait de Yona, craignant que quelqu'un la reconnaisse. Mais au fond, il exagérait, car personne ne savait qui elle était. Yona voulait que Raki se détende, d'autant plus qu'il n'était pas encore complètement rétabli. Elle voulait voir à quoi ressemblait la vie en dehors des murs du palais. En chemin, ils s'arrêtèrent dans un village pour se reposer et manger. Raki est allé faire des courses et a prévenu Yona que s'il y avait un problème, il devrait s'arrêter pour manger près du grand arbre. Il est également passé dans un magasin d'armes pour acheter un arc et a même pensé à prendre un couteau pour que Yona puisse se défendre. Mais il y a renoncé car il était convaincu qu'il pourrait la protéger. Yona apprit alors que Suwon avait définitivement pris le trône et fut soulagé d'apprendre que le grand-père de Raki et la tribu du vent allaient tous bien. Le propriétaire du magasin lui demanda si elle voulait autre chose, mais Yona était déjà parti. Ils aperçurent alors des membres de la tribu du feu et se cachèrent, retrouvant Raki peu après. Comprenant la situation, il décida qu'il valait mieux ne pas rester là trop longtemps. En chemin, ils entendirent des gens commenter les nouvelles du nouveau gouvernement. Ils disaient que les impôts avaient été allégés, mais ce qui les dérangeait, c'était le nombre de soldats de la tribu du feu qui se promenaient partout. Yona préférait traverser les forêts, car elle n'avait pas à se soucier du regard du palais. Yona demanda une nouvelle fois à Raki de lui apprendre à se battre à l'épée, mais il refusa, disant qu'elle ne devait apprendre que si elle était prête à se défendre ou à blesser un ennemi si nécessaire. Yona expliqua qu'elle voulait seulement apprendre pour pouvoir s'enfuir en cas de danger, et Raki lui donna alors son arc et lui demanda de rester derrière lui, l'aidant à distance dans les combats. S'il n'était pas en voyage, il ferait pratiquer Yona 200 flèches par jour. De plus, il voulait qu'elle réfléchisse à la raison pour laquelle son père ne voulait jamais qu'elle touchât des armes. Raki la laissa s'entraîner en visant des oiseaux et des lapins, mais après un bon moment, elle n'avait toujours rien touché. Il lui montra comment faire, mais il ne savait pas l'expliquer, car pour quelqu'un qui a du talent, il est difficile d'enseigner à quelqu'un qui parle. Yona pensait qu'il ne savait pas enseigner, mais Raki savait que le véritable défi était son manque de force pour tirer à l'arc. Quand elle parviendrait à surmonter ce manque de force, elle apprendrait toute seule. Malgré tout, Yona s'est consacrée à l'entraînement, essayant de faire voler les flèches droit devant elle. Raki a remarqué qu'elle était si déterminée qu'elle s'entraînait même la nuit, ce qui a fini par améliorer considérablement sa technique, même si elle s'est blessée aux mains à force de trop s'entraîner. Raki s'y connaissait aussi un peu en tir à l'arc, mais il n'osait pas s'y mettre, car il pensait que ceux qui étaient vraiment déterminés ne devaient manier qu'une épée. Ceux qui décident de prendre les armes doivent accepter le poids de prendre une vie, et s'ils hésitent ou ne sont pas prêts, ils peuvent le payer cher. Le secret de Raki pour survivre était de ne jamais montrer de pitié envers ses ennemis. Le lendemain, ils ont poursuivi leur chemin et Yona s'est arrêtée brusquement sur la route, voulant abattre un sanglier sauvage. Elle comprenait qu'en prenant les armes, il fallait être prêt à prendre quelque chose à un autre être vivant. Elle savait que son père n'approuverait jamais cela, mais à ce moment-là, c'était une question de survie. Yona a essayé de tirer une flèche sur le sanglier, mais elle a raté sa cible, et Raki a alors demandé à Yoon de passer devant. Raki a même dit à Yona qu'elle n'avait pas assez de courage pour tuer. Elle était capable de viser juste, mais elle ne pouvait pas tirer sur des êtres vivants. Il lui suggéra de viser en imaginant qu'il la poursuivait. Raki pensait qu'il pourrait facilement esquiver ses flèches, alors Yona tira. Mais lorsqu'il lui dit de faire comme s'il était Suwon, la flèche passa si près qu'elle lui entailla le visage. Raki a compris que Yona avait besoin de s'entraîner un peu plus, mais il a souligné que le plus important était qu'elle ne s'inquiète pas autant et qu'elle le protège, car c'était sa mission. Peu après, ils sont partis à la recherche de Yoon, et Yona a remarqué que les bagages de Yoon étaient posés par terre, puis ils ont commencé à entendre des voix leur disant de partir. Raki a alors utilisé son arme pour dissimuler le brouillard, révélant les habitants de la montagne. Ils ont remarqué les cheveux roux de Yona et lui ont demandé qui elle était. Yona leur a expliqué qu'ils étaient là sur les conseils du prêtre, à la recherche des 4 guerriers dragons. Ils leur ont dit que c'était le village du Dragon Blanc, où vivaient les descendants du Dragon Blanc. Pendant ce temps, Yoon était enfermé dans une cage, espérant que Yona et Raki ne se trouvaient pas dans la même situation que lui. Mais peu après, les deux furent également emmenés sur place, et même s'ils n'avaient pas vraiment été capturés, lorsque Yona prit la parole, ils finirent par la libérer, et Raki remarqua que tout le monde avait changé d'attitude après avoir vu ses cheveux roux. Le vieil homme s'est excusé d'avoir été grossier avec les amis de Yona. Raki et Yona ont également remarqué que ces gens considéraient ses cheveux roux comme quelque chose de très spécial. Ils ont dit que ses cheveux ressemblaient à ceux de la personne que le premier dragon blanc avait servi, et c'est pourquoi ils pensaient qu'elle était l'élue. Raki a demandé si tous les habitants du village étaient des descendants du dragon blanc, mais une seule personne avait reçu son pouvoir. Cet homme était apparu avec un bras plus long que l'autre, et le vieil homme avait toujours pris soin de lui. Cependant, il ne savait pas ce que signifiait ce pouvoir sans que le maître n'apparaisse. Il n'y avait aucune garantie que le véritable maître du dragon blanc apparaisse bientôt, cela pouvait prendre encore beaucoup de temps,
et c'est pourquoi le vieil homme lui suggéra de trouver une épouse pour perpétuer le sang du dragon blanc. Mais pour l'instant, il n'y pensait même pas. À ce moment-là, le guerrier dragon blanc s'intéressa à ce qui se passait dans le village, découvrant la présence d'étrangers. Il finit par apparaître et pensa qu'ils étaient là pour semer le trouble. Le dragon blanc alla affronter les visiteurs, et pendant ce temps, Yona prit le couteau qu'elle avait emprunté à Raki, essayant de trouver le courage de convaincre le dragon blanc de rejoindre le groupe. Mais en la voyant armée, le dragon blanc fut encore plus convaincu qu'elle représentait une menace. Il s'approcha, mais en voyant les cheveux roux de Yona, il fut totalement surpris. Le sang du dragon réagit différemment, lui rappelant un souvenir de son père. Le dragon blanc devait utiliser sa force pour servir l'héritier du roi dragon Karmesim. Le dragon blanc n'avait aucune idée de quand cette personne apparaîtrait, mais son père croyait qu'au moment venu, le dragon blanc reconnaîtrait immédiatement son maître. Et ce serait le début d'un nouveau voyage. Le dragon blanc comprit alors et accepta Yona comme chef, obligeant tout le village à s'incliner devant elle. Yona comprit que, d'une certaine manière, ses cheveux roux faisaient croire au dragon blanc qu'elle était le roi dragon Karmesim. Mais elle-même ne se considérait pas comme une reine, seulement comme quelqu'un qui essayait d'emprunter la force des 4 dragons. Malgré tout, peu importait qui elle était, le dragon blanc décida de la suivre, et son sang le confirma. Après cela, le dragon blanc a informé le vieil homme qu'il allait partir immédiatement, mais celui-ci a tenu à organiser une fête avant son départ. Pendant la fête, Yona fut surprise de la facilité avec laquelle le dragon blanc accepta la mission. Et pendant ce temps, Aki alla demander quelques articles pour l'aider dans son voyage. Mais le dragon blanc ne lui remit qu'une bourse d'argent, lui disant que le travail de Aki était terminé et qu'il pouvait rentrer chez lui. Aki n'a pas du tout apprécié cette idée et a répondu qu'un noble comme le dragon blanc ne serait jamais capable de s'occuper de la princesse. Ils ont reporté cette rivalité devant Yona, et Aki a traité le dragon blanc d'inutile et lui a suggéré de chercher un autre allié, mais Yona a voulu savoir ce qui s'était passé et a découvert que le dragon blanc avait essayé de payer Aki pour qu'il s'en aille. Aki n'a pas accepté la proposition, mais il a tout de même gardé l'argent, et le dragon blanc a insisté sur le fait que Aki n'était pas un guerrier dragon, et qu'il ne servait donc à rien. Mais Yona a dit qu'elle avait besoin de Aki et lui a expliqué à quel point il était essentiel pour elle, ce qui a fait penser au dragon blanc que Aki était faible, puisqu'ils avaient besoin des dragons pour protéger la princesse. Mais Aki a répondu qu'il n'était pas si faible au point de dépendre de l'aide d'un lézard blanc. Le soir, une fête a été organisée, et le vieil homme qui avait pris soin de plusieurs générations de dragons blancs a enfin vu l'un d'entre eux partir accomplir sa mission. Le lendemain, le dragon blanc a rejoint le groupe de Yona et a surpris tout le village. Le vieil homme leur a donné beaucoup de provisions pour le voyage. Même s'il avait accompli son devoir, le vieil homme était triste de ne plus pouvoir réveiller le dragon blanc tous les jours. Il savait que le temps passait, mais il voulait vivre assez longtemps pour le revoir. Le groupe poursuivit son chemin, toujours sans aucune piste sur les 3 autres guerriers dragons, mais le dragon blanc révéla qu'il ressentait un lien particulier avec les autres dragons, même s'il n'en avait jamais rencontré aucun. Yona lui demanda son vrai nom, et il fut surpris d'entendre quelqu'un lui poser cette question. Son nom était Kija. Pendant le voyage, Raki n'arrêtait pas de provoquer Kija. Alors Yona a dû séparer les deux en demandant à Raki de ne pas se disputer avec Kija, et a demandé au dragon blanc d'ignorer ses provocations. Elle a également demandé à Kija dans quelle direction se trouvait le dragon le plus proche qu'il sentait, et Kija s'est concentré et a indiqué le chemin et a voulu prendre la tête, mais il est rapidement tombé dans un trou rempli de 1000 pattes, montrant qu'il n'avait vraiment aucune expérience du monde en dehors du village. Yona lui a dit de rester en retrait à partir de là, et après l'avoir sorti du trou, Kija et Raki ont tous deux senti la présence de plusieurs ennemis à proximité. Yona et Yoon se cachèrent, et Raki pensa qu'il s'agissait peut-être de la tribu du feu, mais ce n'était que des bandits. Les deux guerriers se lancèrent donc à l'attaque sans hésiter, et les bandits pensaient pouvoir gagner simplement parce qu'ils étaient nombreux, mais Kija activa son pouvoir du bras de dragon et se joignit au combat. Raki a été impressionné par la force du dragon, mais il n'a pas voulu être en reste et a également montré tout ce qu'il savait faire. Kija s'est à nouveau jeté sur Raki pour avoir été traité de serpent, même s'ils ne se supportaient pas, et finalement, les deux ont reconnu que l'autre se battait très bien, et Yona voulait aussi participer au combat. Yoon a demandé à Yona si elle voulait se rendre utile dans la bataille, puis il lui a appris à viser et à tirer, ce qui lui a permis d'éloigner l'un des bandits qui avait tenté d'attaquer Raki par surprise. Elle a atteint sa cible et a trouvé les instructions de Yoon faciles à comprendre. Mais quand il s'agissait de lui-même de tirer à l'arc, c'était une autre histoire, car en pratique, il n'était pas si doué que ça. Après cela, ils ont réussi à se débarrasser des bandits et Kija s'est rendu compte que son bras avait perdu toute force. Raki finit par s'évanouir à cause d'une ancienne blessure qui s'était rouverte. Et Kija fut impressionné par le fait que Raki ait combattu de cette manière alors qu'il était gravement blessé. C'est alors que Kija prit Raki dans ses bras, car son bras de dragon avait une force incroyable, mais seul ce bras était fort, l'autre restant faible comme toujours. Kija remarqua également qu'Yona était très courageuse,
car elle n'avait montré aucune crainte face aux bandits et avait même essayé de protéger Raki. Elle raconta qu'elle avait déjà vécu quelque chose de terrible et que plus rien ne lui faisait peur désormais. Cela donna à Kija une envie sincère d'accompagner la princesse, qui semblait être une jeune fille pleine de détermination. Ce soir-là, Kija fut surpris de voir que le repas était composé uniquement de plantes cueillies dans la forêt, mais Yona ne s'en plaignit pas car sa nourriture était toujours meilleure que celle de Raki. Raki s'était déjà réveillé et Yona voulait le nourrir elle-même, mais Kija s'empressa de le faire à sa place, empêchant la princesse de donner à manger à Raki. Eon en profita pour demander à Kija où se trouvait le prochain dragon, le célèbre dragon bleu. Selon Kija, ce clan avait déjà vécu avec la tribu de la Terre, mais avait soudainement disparu. Même s'ils avaient disparu, Kija pouvait encore sentir la présence du dragon bleu, c'est pourquoi j'étais sûr qu'il était toujours en vie. Eon a alors pu imaginer à peu près où le dragon bleu pouvait se trouver, et ils ont décidé d'enquêter dans quelques villages voisins le lendemain. Pour le Kija, ce fut un choc d'apprendre qu'il passerait la nuit à la belle étoile dans la forêt. Le lendemain, le Kija ressemblait à un zombie tant il était fatigué, mais Eon attira l'attention du groupe car il y avait un risque de croiser la tribu du feu et qu'il devait agir avec discrétion. Mais cela était pratiquement impossible puisqu'il y avait une fille aux cheveux roux, un ancien général et un type avec un bras géant de dragon. Cacher ce trio était une mission pratiquement impossible, et en y réfléchissant, Eon a suggéré un nouveau plan. En s'approchant des villages, Kija essaierait de localiser le dragon, et s'il ne sentait rien, il partirait immédiatement pour ne pas perdre de temps. Le hacker avait une excellente mémoire des lieux, il indiqua donc quelques points qui étaient des bases militaires de la tribu du feu, c'est-à-dire qu'il ne valait pas la peine de chercher le dragon bleu à ces endroits, ce qui facilitait grandement la recherche. Malgré tout cela, ils passèrent une journée entière à chercher sans trouver le dragon bleu, et le Kija continuait à indiquer la même direction, ce qui les amena à penser que le dragon bleu n'avait pas traversé la frontière. Plus tard, remarquant la fatigue d'Yona, Eon lui donna une boisson pour l'aider à se reposer. Cette nuit-là, Kija ressentit un poids énorme, pensant qu'il n'avait en rien aidé la princesse et qu'il n'avait fait que gaspiller l'énergie de tout le monde. Il souhaitait que le dragon bleu sente sa présence et vienne de lui-même. Cependant, le bruit d'Yona s'entraînant au tir à l'arc pendant la nuit réveilla Kija. Aki expliqua alors à Kija que même si elle était protégée, la princesse tenait à s'entraîner seule pour être prête au cas où quelque chose arriverait. Le lendemain matin, Yona demanda à Kija s'il avait bien dormi, sachant qu'il n'était pas habitué à dormir dans la brousse de cette manière. Peu à peu, Kija s'est rendu compte qu'il aimait bien Yona, et elle a commencé à le considérer comme quelqu'un d'essentiel. À ce moment-là, Yona a conclu que le dragon bleu était probablement caché dans un endroit hors de la carte, tout près de la frontière, afin d'être impossible à trouver. Après un certain temps, le groupe arriva dans un village très isolé près de la frontière de l'Empire, et dès leur arrivée, les habitants vinrent voir qui étaient les visiteurs. Kija a rapidement compris que le dragon bleu était dans les parages, mais les habitants ne faisaient pas partie de l'ancien clan, ils n'étaient qu'une tribu humble et inconnue. Yona a préféré ne pas faire pression sur qui que ce soit et a seulement demandé à passer une nuit là-bas, afin que Aki puisse se remettre tranquillement. Le vieil homme accepta, mais les avertit que le village était un labyrinthe et qu'il valait mieux ne pas s'y aventurer seul pour ne pas se perdre. Yona s'interrogea sur les masques des habitants, et le vieil homme lui expliqua que c'était une tradition pour ceux qui n'étaient pas encore mariés. Ils emmenèrent tout le monde au lieu de repos, mais Eon décida d'explorer les environs et d'essayer de trouver le dragon bleu. Le groupe l'accompagna, mais ils ne trouvèrent que des chemins qui ne menaient nulle part. Soudain, Eon a senti qu'ils étaient observés et a eu peur que le groupe soit découvert. Il a donc suggéré de battre en retraite. Sur le chemin du retour, Yona a fini par trouver un tunnel secret et y est entrée seule, sans même prévenir Aki. En suivant le tunnel, elle a trouvé un écureuil et s'est laissée distraire en poursuivant l'animal, sans se rendre compte qu'elle s'était complètement éloignée du groupe. Les lumières s'éteignirent soudainement et elle se retrouva face à un homme qui promit de l'aider à sortir de là. Après avoir marché un peu, Yona commença à se méfier et tenta de s'échapper, mais c'est alors qu'une personne masquée apparut et la sauva. Elle remarqua que cet homme masqué était le propriétaire de l'écureuil, tandis que Aki et le groupe cherchaient Yona. Elle a été ramenée au groupe, qui a alors compris que c'était le dragon bleu lui-même qui avait ramené Yona, et l'homme s'est enfui rapidement sans dire un mot. Dans le passé, lorsque le dragon bleu est né, on lui a mis un masque, car son pouvoir résidait dans ses yeux. Les habitants ne voyaient pas le dragon bleu comme un héros, mais plutôt comme une malédiction. Depuis son enfance, l'actuel dragon bleu vivait avec le précédent, et tous deux étaient rejetés par tous les habitants du village. L'ancien dragon bleu ne leur témoignait aucune affection, estimant que paralyser les gens avec son regard était une honte. Avec le temps, les habitants ont amplifié les histoires, rendant son pouvoir de plus en plus redouté, et lorsque le dragon bleu est mort, un autre est né à la même place. L'actuel se rendit compte que ses yeux devenaient de plus en plus puissants, tandis que l'ancien perdait peu à peu la vue. Tous deux protégeaient le village des attaques extérieures, et l'ancien voulut enseigner l'escrime à son successeur afin qu'il puisse se défendre plus facilement. Même s'il était sévère, l'ancien ne voulait qu'une chose, que le nouveau dragon bleu ait une vie moins douloureuse.
C'est pourquoi il lui demanda de ne pas utiliser le pouvoir de ses yeux. Il forma donc son successeur au maniement de l'épée, et lorsque l'ancien dragon bleu perdit complètement la vue, il fut soulagé, car il se sentit libéré de la malédiction et put mourir comme une personne ordinaire. Le nouveau dragon bleu a placé des cloches dans son masque afin d'être localisé grâce au son, mais peu de temps après, l'ancien dragon bleu est mort et de nombreux ennemis ont attaqué le village. Malgré l'avertissement, le dragon bleu actuel a décidé de défendre tout le monde et a utilisé son pouvoir pour vaincre tous les envahisseurs, en essayant autant que possible de garder ses distances. Yona se rendit compte que le dragon bleu avait bon cœur, tandis que celui-ci ressentait une grande inquiétude, car en sauvant Yona, le sang de dragon en lui réagit intensément, un peu comme ce qui était arrivé à Kidja. Mais il ne comprenait pas la raison de cette réaction, ni à qui appartenait la voix dans son esprit. C'était comme si son sang bouillonnait, et il fut surpris d'identifier immédiatement Kidja comme le dragon blanc. La principale raison pour laquelle le dragon bleu se cachait était la peur de révéler à nouveau son pouvoir. Il croyait que cela ne ferait qu'apporter de la souffrance aux personnes qui l'entouraient. En même temps, Kidja était indigné que le village ait séparé Yona du groupe, mais Inom soupçonnait qu'en réalité, c'était le village du dragon blanc qui était étrange, et que tant le dragon bleu que ces gens les considéraient comme des intrus. Malgré cela, Yona voulait parler une nouvelle fois au dragon bleu, alors elle pensa retourner dans le tunnel. Kidja et Inom décidèrent de l'accompagner, mais Aki préférait qu'elle reste. Yona fit valoir que Aki devait rester pour protéger les habitants, tandis qu'elle-même tenterait de convaincre le dragon bleu de rejoindre le groupe. Avant cela, Aki fit promettre à Yona qu'elle reviendrait sans se blesser, sinon il ne la quitterait plus d'une semelle, et il demanda à Kidja d'assurer la sécurité d'Yona et de rester vigilant, car les habitants les observaient de près et se tenaient prêts à intervenir pour éviter tout problème. Dans la grotte secrète, Kidja s'est rendu compte qu'ils étaient suivis et a envoyé Inom et Yona devant. Il est resté lui-même pour affronter les habitants, voulant savoir ce qu'ils avaient l'intention de faire, et ils ont affirmé que personne ne devait quitter ce chemin, mais Kidja a répondu qu'il était prêt à se battre s'il voulait blesser Yona. Pendant ce temps, Inom et Yona avaient déjà été localisés par le dragon bleu. Ils se sont rapidement retrouvés et Yona lui a demandé son nom. Il a répondu qu'il n'avait pas de nom et a même pointé une épée vers lui, mais l'écureuil du dragon bleu a rapidement sauté sur les genoux d'Yona, ce qui a éveillé en lui un immense désir de mieux la connaître. Quand elle lui demanda de lui prêter son pouvoir, le dragon bleu affirma que quiconque voulait son pouvoir était son ennemi, mais elle voulait seulement le connaître et lui demanda d'être son ami. Malgré cela, le dragon bleu croyait que son pouvoir était trop dangereux et ne devait pas être utilisé par le monde, alors il a demandé à Yona de partir. Il n'y avait aucun moyen d'insister, alors Yona et Inom ont dû battre en retraite. Même si le dragon bleu voulait un ami, il s'est toujours forcé à abandonner ce désir. Même si elle acceptait de partir, Yona avait le cœur lourd à cause de la situation du dragon bleu. Après cela, elle trouva Kidja qui empêchait les habitants de s'en prendre à Yona à cause du secret qu'elle avait découvert. Lorsqu'elle leur demanda pourquoi ils pensaient que le dragon bleu était une malédiction, personne ne répondit. Kidja a alors dû intervenir. À ce moment-là, la grotte a commencé à trembler et à s'effondrer. Kidja protégea Yona et Aki se précipita pour aider ou comprendre ce qui se passait, mais il trouva le chemin bloqué par des rochers. Incapable d'avancer, il tenta d'ouvrir le passage de toutes ses forces. Pendant ce temps, Yona reprit conscience et vit que les habitants étaient coincés avec eux. Eux en étaient inquiets, car s'ils n'agissaient pas rapidement, ils allaient manquer d'oxygène. Kidja a utilisé ses griffes pour essayer d'ouvrir une voie de sortie, mais les habitants ont paniqué en réalisant qu'il y avait encore plus de dragons. Yona demanda pourquoi ce pouvoir était considéré comme une malédiction et les habitants expliquèrent que dans ce village, il naissait toujours un enfant portant la marque du dragon bleu. Même si un enfant mourait, une autre marque apparaissait, ce qui terrifiait tout le monde, car ils craignaient que leurs propres enfants ne soient maudits. La peur était telle qu'ils ne convoitaient même pas ce pouvoir. La terreur venait du fait que le dragon bleu, même petit, avait déjà vaincu de nombreux soldats grâce à sa force, c'est pourquoi ils préféraient le garder isolé du reste du monde. Le dragon bleu est apparu et les habitants ont été horrifiés, pensant qu'il allait se venger, mais il s'est seulement arraché son masque, révélant son visage gentil à Yona. Les habitants croyaient toujours que le fait de le regarder directement dans les yeux pouvait transformer une personne en pierre, c'est pourquoi il remit rapidement son masque. Le dragon bleu prit une hache et continua d'avancer, non pas pour attaquer, mais pour essayer d'ouvrir un passage dans les rochers afin de permettre à tout le monde de s'échapper. Il avertit Kidja que ce chemin serait plus rapide, alors Kidja alla l'aider. Yona s'impliqua également et Iom demanda aux Adoéons de coopérer s'ils voulaient sortir vivants de là. De l'autre côté, les Adoéons tentèrent de sauver un enfant coincé dans le passage, et le dragon bleu leur dit qu'ils devraient tout lui expliquer plus tard.
Après beaucoup d'efforts, Yona était à bout de force. Alors, sur la suggestion de Kidja, le dragon bleu l'a pris dans ses bras pour qu'elle puisse se reposer un peu. Yona en a profité pour partager un peu de son histoire avec le dragon bleu, et tout ce qu'elle avait dû affronter après 15 ans sans jamais quitter le palais. Montrant qu'elle avait déjà survécu à beaucoup de choses, une fois remise, elle s'est remise au travail et le dragon bleu a commencé à réaliser qu'il pourrait peut-être être libre s'il restait à ses côtés. Ils reprirent les fouilles jusqu'à ce que Aki parvienne à ouvrir une partie du mur de l'autre côté, et dès qu'il vit Yona, il courut l'embrasser, espérant qu'elle n'aurait plus jamais à revivre tout cela. En sortant de la grotte, Yona invita une nouvelle fois le dragon bleu à voyager avec elle. Il comprit enfin que suivre Yona était une véritable chance d'accéder à la liberté, et le dragon bleu décida de se joindre au groupe. Mais pendant la marche, la cloche de son masque tomba et il préféra laisser l'objet là où il était, comme s'il laissait derrière lui son passé et continuait à vivre un nouveau départ aux côtés d'Yona. Même au sein du groupe, le dragon bleu restait un peu réservé, et Kidja ne parvenait plus à localiser les autres dragons, car il était épuisé par tant de pouvoir. Huon demanda au dragon bleu s'il possédait cette même capacité de localisation, mais il ne savait pas comment faire. Kidja pensa que c'était par manque de pratique, alors il proposa de lui apprendre. Cependant, le dragon bleu s'enfuit en courant, mais en réalité, il était seulement allé pêcher dans un ruisseau voisin pour aider Kidja à récupérer. Finalement, il finit par avoir froid et le groupe décida de faire un feu pour se réchauffer et préparer à manger. Quand Huon eut fini de cuisiner, le dragon bleu goûta le repas et surprit tout le monde en remerciant Yona. Ce qui attira le plus l'attention, c'est que tandis que tout le monde l'appelait princesse, lui l'appela par son prénom sans même hésiter. Cette nuit-là, Huon a suggéré de donner un nom au dragon bleu et il a dit à Yona de le faire, car c'était elle qui l'avait libéré de sa solitude, c'était donc à elle de choisir le nom, d'autant plus qu'il était clair que le dragon bleu avait déjà beaucoup d'affection pour elle et n'avait jamais eu peur, même lorsqu'il l'avait menacée avec une épée. Huon avoua qu'il avait déjà regardé Yona avec un certain mépris, et qu'il avait toujours eu une aversion pour les nobles de la royauté. Il lui dit qu'il voulait également l'appeler par son prénom, Yona, et non plus Votre Altesse, prétextant que Votre Altesse était trop long à prononcer. Yona complimenta Huon, le trouvant mignon, puis elle alla chercher de l'eau à la rivière et croisa Rak. Voyant qu'il la suivait, elle lui demanda de continuer à l'appeler princesse, et non par son prénom, car pour elle, lui seul devait garder le souvenir qu'elle avait été une princesse, fille du roi. Rak a accepté et lui a raconté ce qui lui passait par la tête pendant qu'il creusait entre les rochers pour la sauver. Yona en a profité pour demander à Rak de l'aider à choisir un nom pour le dragon bleu. Il a senti que le dragon avait une énergie liée à la nuit, et en le voyant baigné par la lumière de la lune, Yona a décidé de le baptiser Shinya, mais nous l'appellerons simplement Shine pour faciliter les choses. Quoi qu'il en soit, le dragon bleu finit par accepter ce nom et sembla l'apprécier. La nuit, alors que tout le monde dormait, Shine murmura à son écureuil qu'après tant de temps, il avait enfin un nom et qu'il ferait tout pour l'honorer. Le lendemain, Yona se réveilla et demanda à Kidja comment il allait. Il répondit qu'il pouvait désormais sentir où se trouvait le dragon vert, et le groupe se mit en route dans la direction indiquée par Kidja. Comme ils étaient près de la capitale, la vision à distance de l'équipe fit la différence. Grâce à leur capacité à voir de très loin, ils purent emprunter des routes plus sûres et éviter les embuscades. Kidja était déjà heureux d'avoir sympathisé avec l'équipe, et en chemin, ils traversèrent un village presque abandonné où seuls vivaient des villageois affamés. C'était un endroit dévasté par le manque d'eau, presque tous les hommes avaient été appelés dans l'armée de la capitale, alors le village finit par être oublié par le pays, la maladie se propagea et ceux qui ne pouvaient pas migrer finirent par rester et mourir de faim. La situation était similaire à celle que Yoon avait connue dans son enfance, car le chef de la tribu du feu ne pensait qu'à renforcer l'armée, laissant le peuple de côté. À un moment donné, le groupe a aidé un homme sur la route, qui leur a raconté que l'ancien roi du feu était un mauvais dirigeant et qu'il n'avait pas su gérer son pays. Cela a provoqué la dispersion des tribus et beaucoup de gens ont souffert sans aucun soutien. Il espérait seulement que le nouveau roi changerait cela. Peu après, Yona s'est éloignée du groupe en prétextant qu'elle devait aller aux toilettes. Mais ce n'était qu'une excuse pour rester un peu seule. Yoon a également révélé qu'il n'avait jamais eu de respect pour l'ancien roi, et que le monde se souviendrait probablement de lui comme d'une personne naïve, qui rêvait trop de paix, mais que Aki avait toujours eu de l'admiration pour lui, et que maintenant Yona était fière d'être la fille de ce roi. Elle s'est assise, a pleuré, mais l'écureuil de Shine est venu la réconforter et l'aider à se sentir mieux. Plus tard, elle s'est réveillée pendant la nuit pour s'entraîner au tir à l'arc, déterminée à devenir plus forte pour protéger ceux qu'elle aime. Pendant ce temps, Suwon s'est rendu dans la région de la tribu de la Terre, et le chef de la tribu était bouleversé parce que sa tribu était de plus en plus oubliée. Peu de commerçants venaient et les ressources diminuaient de plus en plus. Il avait le sentiment d'avoir perdu son énergie depuis que le père de Yona était devenu roi et avait mis fin au conflit. Mais lorsqu'il a appris l'arrivée de Suwon, il est allé l'accueillir, toujours méfiant, car il était le fils de l'homme qu'il prenait pour modèle. Suwon demanda à prendre le thé en leur compagnie, et il se retrouva avec le chef de la tribu du ciel, les deux leaders étant opposés l'un à l'autre.
Dès qu'ils se virent, une atmosphère de rivalité s'installa, et le chef de la tribu de la Terre remarqua que Suwon était très délicat et ne semblait pas être un guerrier fiable, contrairement à son père. Il a donc voulu savoir si Suwon était vraiment capable, et Suwon a alors suggéré de faire un tour dans les environs. Entre-temps, le chef a été surpris d'apprendre que la mine de la région s'était à nouveau effondrée. L'assistant a également voulu connaître la raison de la visite de Suwon, car il ne croyait pas qu'il s'agissait d'une simple promenade. Mais Suwon a éludé la question, disant qu'il ne faisait que du tourisme, ce qui a poussé le chef de la tribu de la Terre à jouer franc jeu. Il a exigé de Suwon qu'il tienne sa promesse de restaurer le pays, affirmant qu'il ne pouvait pas lui faire confiance, et l'a même averti que s'il pensait que Suwon allait finir par causer la ruine, il n'hésiterait pas à mener la rébellion. Suwon a compris et n'a pas répondu de manière brusque. Après tout, il avait donné sa parole. Ils ont poursuivi leur visite et Suwon s'est intéressé au culte d'une pierre. Le chef expliqua qu'il s'agissait simplement d'une tradition locale, puis il se retira et suggéra à Suwon de s'adresser à son serviteur s'il avait besoin de quoi que ce soit. Le serviteur expliqua que le chef était démotivé, sans but, avec la paix, et qu'il se sentait coupable de ne pas protéger son pays. Suwon reconnut que le chef de la tribu de la Terre était une personne respectée, ce qui lui donna une idée. Peu après, le serviteur est revenu pour annoncer qu'une bataille allait commencer. Le chef s'est montré très enthousiaste et a suivi Suwon, avant de découvrir qu'il ne s'agissait en réalité que d'une compétition amicale. En fait, Suwon voulait organiser un festival et impliquer toute la population. Les chefs de la Terre et du Ciel ne tardèrent pas à réagir, pensant que Suwon ignorait les problèmes du pays pour organiser une fête, et craignant qu'il ne fasse pire que le roi précédent. Malgré tout, le festival eut lieu et le chef de la tribu de la Terre n'apprécia pas beaucoup les vêtements offerts par Suwon, qu'il trouva très étranges, mais comme c'était sa femme qui les avait choisis, il ne pouvait pas les refuser. Il découvrit alors que sa femme était devenue amie avec Suwon après que celui-ci eut complimenté son thé. Quand il vit le peuple enthousiaste attendant la présentation, il commença à se demander si cela en valait vraiment la peine. Suwon expliqua les règles. Chaque équipe aurait un chef et les participants porteraient un bol sur la tête. Si quelqu'un cassait le bol, il marquait des points en fonction de la classe sociale de son adversaire. Il y avait 3 classes, les roturiers, les nobles et le roi. Les personnes de la même classe pouvaient s'affronter librement, mais il y avait des restrictions entre les classes. Le roi pouvait attaquer un noble, mais pas un roturier, et les nobles pouvaient frapper les roturiers, mais pas le roi. Et les roturiers pouvaient frapper le roi, mais pas les nobles. Celui qui perdait son bol était éliminé, mais pouvait revenir s'il obtenait une place de remplaçant dans l'équipe. Le vainqueur était celui qui conservait le plus de bols intacts, et le chef de la tribu de la Terre n'était pas sûr que Suwon puisse se battre, même s'il était l'ami de Haki, car personne ne connaissait sa force réelle. Le chef de la tribu du Ciel fit remarquer que le chef de la Terre ne s'intéressait qu'aux guerriers brutaux et oubliait les gens comme Suwon. Au moment de se battre, Suwon est entré sur le terrain et ressemblait à n'importe quel maigrichon. Mais il a relevé le défi, sauf qu'il s'est soudainement retourné et a laissé les soldats passer devant. Ces 5 soldats appartenaient en réalité à la tribu de la Terre et ne faisaient partie du groupe de Suwon que parce qu'ils avaient été placés là pour compléter l'équipe. Ils ont pensé laisser le chef gagner, mais cela aurait ruiné sa réputation, alors ils ont décidé d'obéir et de donner tout ce qu'ils avaient dans le combat. Le chef, quant à lui, ne pouvait pas riposter car ils étaient d'origine modeste et un noble a dû intervenir pour soutenir le chef, mais un autre noble l'a rapidement renversé. Et dès qu'ils ont commencé à affronter les nobles, le chef a pu se battre sans restriction et a commencé à les vaincre un par un. Alors qu'il traversait le champ de bataille à la recherche d'adversaires, Suwon était pourchassé par les roturiers de l'équipe du chef. La chef de la tribu de la Terre finit par trouver le chef de la tribu du Ciel, car lui aussi était noble. Le chef de la Terre avait l'avantage, mais le chef du Ciel avait encore le droit de se défendre tant qu'il ne laissait pas son bol se briser. À ce moment-là, Suwon réussit à désarmer les 5 roturiers derrière lui, les amenant à briser leur bol entre eux. Il courut alors libérer les prisonniers, ce qui poussa le chef de la tribu de la Terre à s'avancer vers lui. Mais Suwon détourna une épée en bois qui volait et faillit toucher le visage du chef. À ce moment-là, le chef comprit que Suwon n'était pas quelqu'un d'ordinaire et qu'il ne faisait que dissimuler sa véritable force et prétendre que ce n'était qu'une question de chance. Suwon sauva les prisonniers, mais cela avait des avantages et des inconvénients, car d'un côté, il avait plus d'alliés, mais de l'autre, l'équipe adverse pouvait casser leur bol et gagner plus de points. Suwon fut à nouveau poursuivi, laissant le chef dans l'incertitude quant à savoir s'il était vraiment habile ou simplement chanceux. Peu après, une rafale de vent souleva de la poussière et dispersa la formation du chef. Il a demandé aux membres de la tribu qui étaient avec Suwon qui leur avait enseigné ses tactiques, et ils ont répondu que tout était l'idée de Suwon, même prévoir le vent faisait partie du plan. Le chef a alors réalisé qu'il avait mal jugé Suwon, comprenant qu'il avait délibérément mené l'équipe à la défaite et n'avait choisi que les membres les plus obéissants de la tribu. Finalement, la tribu de la Terre a été vaincue, ne laissant que le chef encerclé, et il a vu que cet écureuil qu'il avait aperçu auparavant ressemblait désormais à un faucon prêt à attaquer. Suwon leur a offert la possibilité de ramener les soldats et de continuer à se battre pour ne pas perdre leur honneur, mais le chef a refusé en disant que dans une vraie guerre, personne ne revient à la vie, et que même seul contre 1000 soldats, il continuerait à se battre.
Le chef combattit alors Suwon, mais pendant le combat, Suwon trébucha, et le chef en profita pour lui briser le bol sur la tête, réussissant à renverser la situation à lui seul. Quelques jours plus tard, le chef ne comprenait toujours pas la raison de la visite de Suwon, jusqu'à ce que sa femme lui dise que le thé qu'elle préparait avait été acheté par des commerçants et présenté dans plusieurs grands pays, et que la plantation ne pourrait donc pas répondre à la demande. Suwon a suggéré que plus un produit est rare, plus il est cher et précieux, et qu'elle devrait donc conserver le thé comme spécialité régionale. Un monsieur de la mine a également indiqué qu'ils auraient besoin de s'agrandir, mais qu'il n'y avait pas assez de travailleurs pour l'extraction. Les pierres dont personne ne voulait auparavant sont devenues des bijoux que le chef a portés lors du festival, grâce au travail des artisans. Les problèmes de la région étant résolus, Suwon a décidé de partir, et lorsque le chef a réalisé tout ce qu'il avait fait, il était déjà trop tard, car Suwon était déjà parti. Son objectif était d'obtenir le soutien de la tribu de la Terre, car son moral était au plus haut, en cas de guerre, leur force serait essentielle. Le chef se mit à faire confiance à Suwon, voyant en lui un potentiel encore plus grand que celui de son propre père. Pendant ce temps, le groupe de Yona arriva dans la ville portuaire, que Yoon soupçonnait d'être la cachette du dragon vert. Aki connaissait déjà l'endroit, et Kidja était épuisé par le voyage. Yoon suggéra de faire le tour de la ville pour chercher le dragon vert, mais se promener avec eux attirerait trop l'attention, alors Aki décida d'enquêter seule. Lorsque Yona voulut l'accompagner, Aki s'y opposa, car elle n'avait pas bien dormi et avait besoin de se reposer. Il a laissé les armes à Yoon et est parti explorer la ville seule. Une fois sur place, Aki s'est rendu compte que l'endroit était encore plus sombre qu'avant. Des soldats inconnus maltraitaient les habitants, ce qui a révolté Aki. Lui et un garçon aux cheveux verts sont intervenus pour aider la jeune fille et ont réussi à la libérer des soldats et à les mettre en déroute. Le garçon aux cheveux verts a rapidement laissé la jeune fille avec Aki et est parti précipitamment, comme s'il était pressé. Il est ensuite retourné au navire dans le port et a retrouvé la capitaine, qui savait déjà qu'ils avaient encore causé des problèmes, mais qui avait également remarqué la présence du dragon blanc et du dragon bleu dans les environs. Le soir, Aki est revenu vers le groupe et a décidé de se rendre le lendemain pour faire des achats. Pendant ce temps, Shin et Kidja avaient déjà remarqué que le dragon vert se trouvait sur un navire ancré. Le lendemain, les deux ont guidé le groupe dans la recherche du dragon vert, tandis que Aki a préféré s'éloigner, car il n'avait pas parlé aux autres de sa rencontre avec les soldats et voulait éviter des problèmes à tout le monde. Yoon trouva cela très étrange, car Aki ne se séparait jamais d'Yona, mais lorsque Kidja conduisit le groupe jusqu'au navire où ils sentirent la présence du dragon vert, celle-ci disparut soudainement, et à ce moment-là, le dragon vert avait déjà rencontré Aki en ville. Le dragon vert a raconté qu'il était suivi et a demandé de l'aide à Aki, et ils sont allés à la taverne pour discuter. Lorsqu'Aki a demandé pourquoi la ville semblait fantomatique, le dragon vert a expliqué que tout avait empiré après qu'un certain seigneur ait pris le pouvoir et commencé à exploiter encore plus le peuple. Étant libre, il voulait lutter contre cela, et Yoon et Yona finirent par apparaître et virent Aki. Il dut alors s'expliquer rapidement, mais le dragon vert était déjà parti, et Aki tenta de justifier à Yona pourquoi le dragon vert était parti, car il sentait à la fois la présence du dragon blanc et une présence qui le perturbait. Le dragon vert n'a jamais aimé cette mission de protection du maître, il ne voulait pas être coincé là-dedans, alors il s'enfuyait sans cesse. Pendant ce temps, Aki a dû s'occuper du groupe pour échapper aux soldats, et il a retrouvé la fille que lui et le dragon vert avaient aidée auparavant. Elle a emmené le groupe là où elle travaillait, et Aki a raconté tout ce qui s'était passé, y compris le fait que la ville était sous le commandement d'un seigneur corrompu. Les soldats abusaient de leur pouvoir pour opprimer le peuple, ils détruisaient les magasins, kidnappaient les jolies femmes et imposaient des taxes absurdes à ceux qui voulaient vendre quelque chose, ce qui a pratiquement fait disparaître le commerce de la ville portuaire. Yona comprit alors pourquoi le sourire des gens semblait si faux. Et quand Yeon lui posa des questions sur les pirates, la jeune fille expliqua qu'il n'avait jamais rien fait contre les habitants, il ne volait que les navires du seigneur. Cette nuit-là, le dragon vert a envahi l'un des navires du seigneur et a découvert qu'il était utilisé pour transporter de la drogue. C'est alors que son équipage est apparu et a attaqué le navire cargo. Selon les histoires qui circulaient, la principale compétence de Jea, le dragon vert, était précisément ses jambes puissantes qui lui permettaient de sauter à des hauteurs impressionnantes. Le navire pirate sortit vainqueur de la bataille, et la capitaine ordonna que le navire de marchandises du seigneur local soit détruit par le feu. Elle précisa toutefois à son équipage qu'il était interdit de tuer qui que ce soit, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient agir que lorsqu'ils avaient un avantage absolu pour garantir que tout se passe bien. Après cela, la capitaine remarqua que Jea était plus calme que d'habitude, et il avoua qu'il ne cessait de penser à la sensation agréable d'avoir combattu aux côtés de Ark la nuit précédente. Tout le monde connaissait déjà Jea, mais personne ne lui en voulait pour cela. En réalité, il appréciait beaucoup l'équipage du navire, car il avait quitté son village il y a 13 ans pour chercher la liberté et avait fini par trouver sa place ici. La capitaine était en train de constituer un groupe encore plus fort pour attaquer une fois pour toutes et renverser le seigneur de cet endroit. Elle avait besoin de toutes les forces qu'elle pouvait rassembler, car elle ne voulait perdre aucun membre de l'équipage, qui était comme une famille pour elle. Sachant que Jea avait croisé Ark,
elle lui demanda de ramener le guerrier. Géa savait qu'il ne serait pas facile de convaincre Ark, car il était aux côtés d'une autre personne à ce moment-là. Le lendemain, Géa retourna en ville à la recherche de Ark. Au même moment, Ark et le groupe cherchaient également le dragon vert, jusqu'à ce qu'ils assistent à des soldats agressant des civils. Mais ils ne pouvaient rien faire, alors Yoon prit le groupe à part et leur expliqua la situation. Les soldats étaient en colère parce que les pirates avaient volé leurs marchandises la nuit précédente. S'ils intervenaient, ils ne feraient qu'attirer l'attention, et lorsque la situation s'est calmée, le groupe a poursuivi son chemin. Et Ark a fini par se séparer du groupe à nouveau, car il était recherché dans la ville. Géa a pensé que cela faciliterait encore plus la conversation avec lui, et après un certain temps, Ark a fini par retrouver Géa et a découvert qu'il était également recherché, tout comme lui. Les deux ont déchiré leurs avis de recherche, et Géa a commencé à essayer de convaincre Ark de rejoindre son groupe. Mais Ark trouva ce type très étrange, suspect, et le repoussa, allant même jusqu'à lui donner un coup de poing pour l'éloigner. Malgré cela, Géa se releva et lui sauta dessus, forçant Ark à s'enfuir. Ark rejoignit le groupe d'Yona tandis que Géa a disparu une fois de plus. Même sachant que Ark avait déjà pris un engagement, Géa restait déterminé à le rallier à sa cause, mais il finit par tomber et fut aperçu par Kidja. Le groupe d'Yona retourna à la boutique où les soldats avaient attaqué, et là, ils découvrirent qu'un enfant de la famille avait été tué. Yoon alla vérifier la situation, mais il n'y avait plus rien à faire. Yona était dévastée de ne pas avoir pu empêcher tout cela, et elle décida que si cet endroit était en désordre depuis l'époque de son père, alors elle-même devrait ramener la paix dans cet endroit. À ce moment-là, Kidja connaissait déjà l'histoire de Géa, qui était même emprisonné dans un vase. Kidja emporta le vase avec lui, mais Géa entendit qu'il devait rencontrer la personne qu'il devait suivre, brisa le vase et s'échappa. Il disait qu'il avait encore beaucoup de rêves et qu'il ne voulait servir personne. Peu après, Géa est reparti à la recherche de Ark, s'est présenté à nouveau et a insisté pour qu'il rejoigne son équipage. Ark a continué à refuser, jusqu'à ce qu'Yona apparaisse. Géa ne résista pas et s'agenouilla, sentant une forte énergie couler dans ses veines, et il comprit que c'était bien la maîtresse qu'il devait suivre, mais en même temps, il ne pouvait pas partir. Yona sentit qu'il était le dragon vert, et Kidja le confirma rapidement. Géa compris alors qu'il ne fallait pas sous-estimer le lien entre les dragons. Il fit néanmoins clairement comprendre qu'il n'avait pas l'intention d'être subordonné à la princesse. Mais Yona expliqua qu'elle ne voulait se battre contre personne, qu'elle lui demandait seulement son aide, et que s'il refusait, elle respecterait sa décision. En découvrant que Géa était un pirate, Yona demanda à rencontrer sa capitaine afin de s'unir contre leur Rogal, car elle était indignée par tout ce qui se passait là-bas. Géa lui a dit qu'elle pourrait se rendre au navire avec Aki le lendemain, mais la veille au soir, après avoir discuté avec Yoon, le groupe est allé rencontrer la capitaine Géa le lendemain matin. Mais celle-ci voulait savoir de quoi ils étaient capables, alors elle a ordonné à tout le monde d'attaquer en même temps. Aki et les dragons s'en sont sortis sans difficulté, puis ils ont demandé à Yoon quelles étaient ses compétences. Même sans se battre, il savait faire beaucoup de choses, et avec Yona, c'était une autre histoire. Elle ne pouvait pas affirmer qu'elle était douée pour quelque chose en particulier, mais la capitaine a vu sa volonté dans ses yeux et a décidé d'accepter un défi différent. Elle l'a alors mise au défi d'aller chercher une herbe bénie par le ciel, et tout le monde a été surpris, car si c'était déjà difficile pour eux, imaginez pour une princesse. Mais c'était un ordre. Cette herbe rare ne poussait que sur une falaise, avait un pouvoir de guérison très puissant et serait crucial dans la bataille à venir. Yona finit par accepter immédiatement, mais le capitaine ne lui avait pas donné tous les détails. L'herbe ne poussait que sur cette falaise, qui était très escarpée, et Yona devrait la chercher seule, sans l'aide de personne, ni des dragons ni du Haki. Elle accepta malgré tout, et Géa lui montra le chemin, lui expliquant qu'il suffisait de descendre pour trouver une grotte à sa taille où poussait cette herbe. Courageuse, Yona commença à descendre la falaise en s'agrippant fermement au rocher, mais un vent violent lui coupa les jambes de peur. L'écureuil de Shine et Géa l'accompagnaient, essayant de la calmer. En réalité, même Géa ne croyait pas qu'il pourrait trouver cette herbe, alors imaginez une fille. Mais même ainsi, la princesse qui se trouvait là était très différente de celle qui l'avait fait s'agenouiller auparavant. Géa se demandait si Yona était vraiment la chef des 4 dragons, et il lui cria qu'elle pouvait abandonner, que personne ne la forçait à rien. Mais Yona était déterminée à ne pas abandonner, et si elle faisait demi-tour, elle serait humiliée. Elle continua donc, tremblante de peur, mais expliqua qu'en réalité, cette mission était une chance pour elle. Si quelqu'un d'important était blessé au combat, ce qu'elle rapportait de là-bas pourrait sauver des vies, c'est pourquoi elle devait aller chercher cette herbe, même si elle avait peur, non seulement du risque, mais aussi de perdre ce qu'elle aimait. Même s'il lui avait ordonné d'y aller seul, Géa la suivit discrètement, juste pour être sûr, il ne l'aida pas, il se contenta de l'accompagner de loin. À un moment donné, le passage était si étroit que même lui ne pouvait plus passer, alors Yona a dû continuer seule. En avançant, Yona a essayé de se calmer, et elle a finalement trouvé l'herbe de la bénédiction céleste. Elle a crié pour appeler Géa, mais soudain, une énorme vague est apparue et l'a emportée. Géa a couru pour l'aider, et heureusement,
elle s'agrippait encore à une plante grimpante. Il a essayé de l'aider, mais elle ne voulait pas accepter son aide afin de ne pas rompre la promesse faite à la capitaine. Mais une autre vague puissante est arrivée, et Jay a dû la sauver à tout prix. Ils le savaient tous les deux, donc il n'y aurait pas de problème. Et de plus, la philosophie de Jay a été que si une fille était en danger, il ne pouvait pas rester là à regarder sans rien faire. Aki et le groupe, inquiets pour Yona, se sont rendus à la falaise pour la chercher. Et quand ils ont réalisé à quel point elle était haute, Ki a été surpris. Très inquiet, tout le monde voulait descendre pour la secourir, mais la capitaine les en empêcha, disant que la princesse utilisait l'herbe appelée « bénédiction des cieux » précisément pour montrer son courage. S'ils allaient l'aider maintenant, ils dévalorisaient sa force. Mais Chin avait déjà vu Yona revenir de loin, et lorsqu'elle a retrouvé le groupe, Yona a été très soulagée, elle a remis l'herbe à la capitaine et a admis qu'elle n'avait pas réussi le test toute seule, car Jay l'avait sauvée à la fin. C'est pourquoi elle voulait réessayer, mais la capitaine fut satisfaite de la sincérité d'Yona et dit que si Jay ne l'avait pas sauvée, elle l'aurait elle-même jetée à la mer. Malgré tout, la capitaine considéra que la mission était accomplie, et Aki fut rassurée de voir qu'elle allait bien. Jay demanda à Aki si c'était fatigant de protéger Yona de cette manière, car il semblait toujours épuisé. Aki répondit que oui, et Jay fit remarquer qu'il avait déjà vieilli rien qu'à force de la suivre. Il a même plaisanté en disant que même si elle s'attirait des ennuis à cause des femmes, Yona était différente, elle était déterminée et innocente, mais c'était quelqu'un qui avait déjà tout mis en jeu juste pour la protéger. Jay a même voulu savoir quelle était sa relation avec Yona, mais Aki a expliqué qu'il voulait juste protéger quelqu'un d'important, et même s'ils étaient proches, Jay a remarqué qu'il y avait toujours une barrière entre eux. On aurait dit que Aki évitait de créer des liens plus profonds avec Yona. Plus tard, en y réfléchissant, Aki s'est rendu compte qu'il considérait la princesse comme sa petite sœur, protégeant la terre qui appartenait autrefois à Suwon et à la princesse. Toute sa vie avait été basée sur cet engagement, et maintenant, voyant la princesse se battre jour après jour, Aki continuait à tenir la promesse faite au roi de la protéger sans rien attendre en retour. Après cela, Aki alla voir comment allaient les mains de la princesse, qui avait été blessée en cueillant l'herbe, et il soigna les coupures avec du miel. Tout en appliquant le miel, il réfléchit aux paroles de Jay, réalisant qu'il avait toujours caché ses sentiments pour ne pas dépasser les limites. Distrait, il a laissé tomber le miel, sans s'en rendre compte, a léché la main d'Yona. La princesse a été effrayée par ce geste et s'est enfuie en courant, montrant qu'au fond, ses sentiments existaient toujours. Cette nuit-là, Yona a parlé à la capitaine, et elle lui a dit qu'elle allait renvoyer les pirates après le combat, car elle ne voulait plus voir personne qu'elle aimait se faire du mal. Elle voulait seulement vivre en paix, et elle a également demandé que, lorsque tout serait terminé, elle puisse emmener Jay avec elle. Pendant ce temps, Chin remarqua que plusieurs navires étaient amarrés dans le port, 7 au total, tous prêts au combat. La capitaine réunit tout le monde pour élaborer une stratégie, et elle soupçonnait l'ennemi d'avoir constitué cette armée en raison d'une importante négociation. Le client était l'Empire de Kai, et ce qui était transporté, c'était des personnes, principalement des femmes et des enfants. L'objectif était d'en finir une fois pour toutes avec le groupe de pirates, et la capitaine montra sur la carte où ils allaient tendre une embuscade. Mais la difficulté était de savoir quel était le bon moment pour agir et quel navire transportait les victimes. Il serait probablement utilisé comme bouclier, et pour mettre au point le bon plan, il manquait des informations, et il voulait en finir une fois pour toutes avec ces criminels qui avaient fait tant de mal. Le lendemain, tout le monde courait pour que tout soit prêt, et Yona n'avait pas encore pu beaucoup aider, alors elle est allée demander si on avait besoin d'elle, mais tout le monde était occupé à ses propres tâches. Voyant cela, Jay lui a suggéré de découvrir la ville, et il l'a emmenée en volant. D'en haut, Jay a aperçu le seigneur local, et lorsque les gens voyaient son carrosse, ils se cachaient chez eux. En volant, Yona a aperçu une fille déguisée. En s'approchant, elle a découvert que la jeune fille se cachait du seigneur. Quelques jours auparavant, elle avait entendu parler d'un emploi facile et bien rémunéré, elle était allée avec son amie dans un magasin, et son amie, qui était beaucoup plus jolie, avait été appelée dans un coin réservé, mais après avoir attendu un certain temps, elle avait disparu et n'était jamais revenue. Elles avaient ensuite découvert que ce magasin appartenait au seigneur, et, craignant les gardes, elle s'était déguisée. Jay a rassuré la jeune fille en lui disant que son amie avait seulement été kidnappée, qu'il y avait donc encore de l'espoir, puis il est retourné enquêter dans ce magasin. Un employé a dit qu'il n'embaucherait des gens que tard le lendemain, ce qui signifiait qu'il fallait agir, et s'il y avait quelqu'un d'intéressant, le seigneur attendrait jusqu'à la fin, et l'affaire se ferait ce jour-là. Le défi était maintenant de trouver un moyen de sauver les victimes. Yona s'est portée volontaire pour la mission, elle allait monter à bord d'un navire déguisé et envoyer un signal à l'équipe. Aki et les autres n'étaient évidemment pas d'accord, disant que ce serait trop risqué et que si elle était découverte, elle serait tuée. Mais elle a expliqué qu'il n'y avait pas le temps de rester là à chercher navire après navire, et que le plus important était de sauver des vies. Yona a convaincu tout le monde, et la capitaine a accepté le plan, mais elle a dit qu'une autre personne devait l'accompagner pour l'aider. Aki et Kija se sont portés volontaires, mais seules les jeunes femmes étaient acceptées à bord du navire. Aki, Kija et Jay ont réessayé, laissant la capitaine perplexe, alors elle a choisi Yoon, qui s'y connaissait en explosifs et avait une intuition aiguë. Déguisé, il serait parfait,
et il pensait lui-même qu'en tant que femme, il pourrait tromper n'importe qui. Une fois la décision prise, ils convinrent d'agir le lendemain, et cette nuit-là, Yona parla à la capitaine, qui lui rappela d'être prudente une fois à bord, car elle serait considérée comme la fille de la capitaine, et personne ne pouvait prendre de risques. Yona ne se souvenait même plus très bien de sa mère, mais en parlant avec la capitaine, elle ressentit une immense affection maternelle, et tandis qu'elle marchait, Yona heurta Aki. Il la retint, incapable d'accepter l'idée de voir la princesse se mettre en danger. Il voulait la protéger à tout prix, et Yona croyait que le royaume de son père était un endroit juste. Mais au cours de son voyage, elle se rendit compte que de nombreuses régions souffraient encore. À présent, elle ne savait même plus si son père gouvernait bien ou non, mais elle savait que tout cela était de sa responsabilité. C'est pourquoi elle devait se battre, et elle demanda qu'on la laisse partir. Aki ne put que regarder la princesse disparaître dans la nuit, et son regard l'impressionna, le poussant à la soutenir encore plus. Le lendemain, Yona et Yoon se sont déguisés en femmes, et Kijia, accompagné de l'écureuil de Shine, s'est également déguisé pour les accompagner. Voyant que la princesse était nerveuse, Aki est allé la calmer, puis ils sont tous entrés dans la boutique des trafiquants. Ils furent conduits dans une pièce secrète et finirent par tomber dans un piège, tandis que le reste du groupe attendait des nouvelles. Quand ils sont tombés, Yona a eu les yeux bandés et a été emmenée dans une cachette avec Yoon. Ils se sont retrouvés dans une cellule remplie d'autres filles, et dans la chute, Yona s'est blessée à la cheville. Après un certain temps, le seigneur est venu faire une inspection. Il s'est approché d'Yona, remarquant qu'elle était différente des autres, a décidé qu'il voulait la garder. Yoon a essayé de demander à prendre sa place, mais le seigneur l'a simplement regardé, lui a donné un coup de pied, et même les propres subordonnés du seigneur ont essayé de l'en empêcher, mais ils ont fini par être battus eux aussi. Il a piétiné Yona et menacé les autres filles pour s'assurer que personne n'essaie de s'enfuir. Au milieu de cette cruauté, il a soudainement senti quelque chose de chaud lui brûler la main, provoqué par le regard intense d'Yona. En la regardant de plus près, il a pensé l'avoir déjà vue quelque part. Heureusement, il ne s'est pas rendu compte de qui elle était, car il avait entendu dire qu'elle était morte pendant le coup d'état de Suwon. Malgré tout, il a dit qu'il n'oublierait jamais ses yeux, puis il est parti, et Yona a promis qu'elle ne laisserait pas passer cela. Plusieurs filles ont même pensé à s'échapper, mais l'une d'entre elles était déjà prisonnière depuis 2 semaines. L'idée de s'enfuir ne leur traversait même plus l'esprit, car elles se disaient que c'était pratiquement impossible, ce qui ne faisait que leur faire perdre encore plus espoir. Mais Yona s'est démarquée au milieu de toute cette tristesse, ravivant chez toutes les autres la volonté de se battre. À la tombée de la nuit, Yona et Yoon ont été bandés et emmenés loin. Pendant ce temps, Aki était très inquiet. Même s'il était dans une situation meilleure que celle du dragon blanc, au fond, il était également inquiet pour Yona et Yoon. Bien que personne ne le montrait, Jiwa essayait de paraître calme, mais il fut rapidement mis sous pression par les autres. C'est alors que Shine vit plusieurs navires commencer à bouger, et le capitaine ordonna à tout le monde de se préparer à partir. À l'extérieur, Yoon demanda l'aide de l'écureuil de Shine pour se libérer de ses liens, et après s'être libérés, les deux attendirent que le garde apparaisse et le renversèrent ensemble. Yona a promis de sauver tout le monde, mais à l'intérieur, elle était plus effrayée que jamais. Après s'être ressaisie, elle a expliqué une nouvelle fois son plan aux filles. Même si sa jambe lui faisait très mal, elle n'a pas abandonné. Le courage de la princesse a inspiré la fille la plus âgée, qui a décidé d'aider, et bientôt toutes se sont ralliées au plan. Cette fille s'appelait Yuri. À l'extérieur, le groupe de Aki est passé à l'action. Le dragon blanc entra en combat, appelé par le nom d'Yona, et pendant ce temps, le dragon bleu n'avait toujours pas remarqué le signal d'Yona, et le nombre d'ennemis ne cessait d'augmenter. Mais il ne pouvait tuer personne sur ordre direct de la capitaine, et le dragon vert sautait de navire en navire pour aider l'équipage. De son côté, Yoon appela 2 gardes pour qu'Yona et Yuri puissent tirer des caisses sur eux, mais une vague fit tanguer le bateau et l'un des gardes finit par s'échapper, prenant Yuri en otage. Yona était partagée entre utiliser les feux d'artifice pour la sauver ou pour envoyer le signal, car il y en avait peu, et si c'était l'ancien Yoon, il aurait seulement pensé à s'enfuir. Mais après avoir rencontré cette tête de mule, il avait changé, et Yoon avait retiré son déguisement et s'était révélé comme pirate. Le garde restant s'est jeté sur Yoon, qui a même encaissé quelques coups, puis Yoon a révélé qu'il avait disséminé des explosifs dans tout le navire et que lui seul savait où il se trouvait, laissant les gardes sans issue. Les deux l'ont traîné pour chercher les bombes, l'avertissant que s'il ne trouvait rien, Yoon l'utiliserait comme exemple, le tuant devant tout le monde. Pendant ce temps, Yona a pris le sac contenant son arc et s'est enfui en courant. Le garde l'a poursuivi, mais Yuri l'a frappé à la tête. Yoon a fini par être démasqué et était sur le point d'être tué, mais c'est alors qu'Yona est apparue et que les ennemis se sont précipités sur elle, pensant qu'elle était une fille faible qui ne ferait rien. Mais en voyant ses yeux brillants comme le ciel, ils ont été paralysés par la peur. Profitant de l'occasion, Yona courut chercher les feux d'artifice de Yoon et les lança dans le ciel. Le dragon bleu vit le signal, mais même s'il connaissait l'emplacement, Raki était trop loin pour aider, et seul le dragon vert pouvait arriver à temps.
Au moment où il s'apprêtait à attaquer Yona, le dragon vert arriva en force et écarta tout le monde de son chemin en quelques coups. Yona et Yoon se réjouirent que le plan ait fonctionné, mais les renforts du Seigneur arrivèrent. Le dragon bleu vint alors aider le dragon vert, tandis que Raki et le dragon blanc restaient en arrière pour leur apporter leur soutien. Une fois la situation sous contrôle, il ne restait plus qu'à capturer le Seigneur, Raki et le dragon blanc, puis à couler les bateaux ennemis, un par un. D'autres membres d'équipage sont venus aider le dragon vert, tandis que le Seigneur, après avoir reçu la nouvelle, a décidé de se battre personnellement pour protéger le royaume qu'il avait mis des décennies à construire. Yona avait déjà identifié où il se trouvait, sur le navire avec le dragon vert et le dragon bleu. Il y avait beaucoup de soldats dans les environs, alors le dragon bleu est passé devant et a failli tomber dans un piège, mais il a réussi à s'échapper. Lorsqu'il est entré, il a vu que le Seigneur s'était déjà enfui et avait décidé de rentrer chez lui, de se relever et de riposter contre le groupe d'Yona. Alors qu'il célébrait sa victoire, le dragon bleu découvrit où il se trouvait et le dragon vert se dirigea vers sa cible. Le Seigneur tira une flèche qui atteignit l'épaule du dragon vert, le blessant, et il se prépara à tirer à nouveau pour l'achever, mais ce regard impitoyable le fit à nouveau sursauter. À cet instant, il comprit qu'il s'agissait de la même fille aux cheveux roux de la capitale. Elle était là, juste devant lui, et la princesse Yona n'hésita pas et tira une flèche directement dans la poitrine du Seigneur, et le dragon rouge fut vaincu. Mettant fin à leur sale parcours, la bataille prit ainsi fin. Tout le monde retourna au port, où les rescapés purent retrouver leur famille. Lorsque Yona et Yoon arrivèrent couverts de blessures, Raki et le dragon blanc se mirent en colère et passèrent leur rage sur les trafiquants restants. La capitaine a célébré la victoire et a annoncé qu'il y aurait une fête pour tout le monde. Tout le monde a fait la fête ensemble dans la joie et l'excitation. Plus tard, Yona s'est promené dans la ville et a soudainement croisé Suwon. Il était très heureux de voir qu'elle était encore en vie et lui a dit qu'il avait été surpris d'apprendre sa mort, mais qu'il était soulagé de la retrouver. Mais Yona était encore bouleversé en se souvenant que Suwon avait tué son père. Tout à coup, Suwon l'a prise dans ses bras, car ses hommes étaient à proximité et devaient cacher Yona. Intérieurement, elle avait envie d'utiliser le poignard qu'il avait sur lui, mais Suwon l'en empêcha. Après cela, il renvoya ses gardes et Suwon dit qu'il comprenait sa colère et lui demanda d'attendre, car il avait encore des choses à régler. Il promit que lorsque tout serait terminé, elle pourrait faire ce qu'elle voulait, puis il partit. Aki cherchait Yona lorsqu'il l'a vue en train de pleurer. Il s'est précipité et a compris immédiatement ce qui s'était passé. Lorsque Yona est revenue, elle a essayé de feindre la joie, mais la tristesse se lisait sur son visage. Pendant le repas, elle a renversé de la nourriture sur ses vêtements et a commencé à se changer devant tout le monde. Aki a dû intervenir et lui a demandé de le faire dans la cabine du capitaine. Après le départ de la princesse, il a plaisanté avec les autres en demandant de l'argent à ceux qui avaient vu la princesse. Le dragon verra alors chercher Aki, remarquant qu'il n'emmenait jamais sa lance en ville sans raison, et qu'il y avait donc quelque chose de très étrange. Pendant qu'elle se changeait, Yona gardait toujours la barrette offerte par Suwon, et il s'était passé beaucoup de choses depuis qu'elle avait quitté le château. Plus tard, elle et Aki s'assirent pour regarder la mer, et Yona dit qu'elle voulait quitter cette ville et lui demanda s'il l'accompagnerait. Bien sûr, Aki suivit la princesse, et comme toujours, tout le monde derrière écoutait la conversation en cachette, et elle annonça qu'il partirait le lendemain matin. Cette nuit-là, un autre banquet eut lieu, et le dragon vert resta seul à jouer une musique sur une falaise, jusqu'à ce que Yona vienne vers lui, loue la mélodie et essaie de jouer, mais il n'en sortit qu'un bruit très étrange. Les deux sont restés là à discuter un moment, puis Jaeha a décidé de faire ses adieux à ses anciens compagnons d'armes, ceux qui avaient toujours été à ses côtés dans de nombreuses batailles. Cette nuit-là marquerait une nouvelle étape dans sa vie, et avant de partir, Jaeha alla voir la capitaine pour discuter. Ils se remémorèrent leur passé et réfléchirent à sa décision de partir avec Yona. Ils savaient que le chemin ne serait pas facile, mais c'était peut-être là le destin des dragons. Le plus grand dilemme de Jaeha était de ne pas pouvoir se détendre en sachant que Yona serait loin de lui, même si elle était si vulnérable et sans pouvoir, affrontant toujours tous les larmes aux yeux. En vérité, il avait été complètement séduit par sa détermination. Le lendemain, tout le monde se prépara à poursuivre le voyage, et la capitaine et le reste de l'équipage donnèrent des conseils à Yona et lui remirent également l'herbe magique. L'étreinte que Yona donna à la capitaine était comme un adieu chaleureux, presque comme entre une mère et sa fille. Ainsi, le groupe poursuivit son voyage, et en chemin, Tim remarqua rapidement que Jaeha s'était infiltré en cachette et le força à sortir de sa cachette, et ainsi, le groupe s'agrandit encore davantage. Les chasses de Jaeha ont permis d'améliorer considérablement les repas, mais il restait encore à trouver le dernier dragon, le dragon jaune, et Jaeha s'est porté volontaire pour partir à sa recherche, mais les autres dragons ont également voulu y aller, et une petite dispute a éclaté. Pendant que les trois discutaient, Ak et Yoon s'occupèrent du cerf abattu par Jaeha, et Yona fut chargée de préparer la viande. Lorsqu'elle vivait au palais, elle n'aurait jamais imaginé qu'elle prendrait la vie d'un animal, mais ignorer cela reviendrait à prétendre que cette vie n'avait aucune importance.
Alors qu'elle priait pour le cerf, un homme apparut à ses côtés, partageant son point de vue et affirmant que tous les êtres finissaient par atteindre le paradis un jour. Ce qui est curieux, c'est que pendant qu'il parlait, son estomac a grondé si fort et il a bavé de faim qu'il s'est justifié en disant qu'il n'était que de passage et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Mais Yona, comprenant la situation, a invité le jeune homme à se joindre à eux. Ak, Yona et Yoon ont commencé à faire cuire la viande et n'ont pas prêté beaucoup d'attention aux nouveaux venus, car les autres dragons étaient encore occupés à discuter. Tout en mangeant, ils ont parlé du dragon jaune qui, selon les anciennes légendes, avait un corps très résistant. C'est alors que les autres dragons sont revenus et ont été choqués de réaliser que le visiteur affamé était en fait le légendaire dragon jaune et qu'il s'appelait Zénon, un vagabond qui aimait voyager et profiter de la vie. Tous ont senti qu'il était vraiment spécial, mais contrairement aux autres, Zénon n'a pas eu cette réaction particulière en rencontrant Yona. Et personne ne savait vraiment s'il était vraiment fort ou juste un peu distrait. Avant même que Yona ait pu l'inviter à rejoindre le groupe, il avait déjà accepté. Et comme il aimait les nouveautés et la bonne cuisine, il les a accompagnés. L'une des raisons était également que la cuisine de Yoon était incroyable et qui, encore un peu méfiant, demanda à Zénon de faire une démonstration de force, car tout le monde parlait de son endurance. Mais à la surprise générale, Ak a mis Zénon KO d'un seul coup, et Yoon a même fait remarquer que la peau du dragon jaune était plus lisse que celle de Yona. Pour se moquer de lui, Ak s'est proclamé le véritable dragon jaune, Kiji a répondu que s'il devait choisir un dragon pour Ak, ce serait le super méchant dragon noir des ténèbres, ce qui serait plutôt stylé. Finalement, Kiji a été très heureux de voir enfin le groupe au complet, avec les 4 dragons, et Yoon était également joyeux. Mais il était impossible de ressentir toute l'importance du moment, tant tout semblait simple. Cette même nuit, Zénon est allé chercher Yona et l'a aidé à ramasser du bois. Elle lui a dit que même si les autres doutaient, elle était convaincue qu'il était le véritable dragon jaune et qu'à ses yeux, son énergie était totalement différente, comme un rayon de lumière dorée. Même s'ils venaient de se rencontrer, être près de Zénon procurait à Yona un sentiment de réconfort, et elle se présenta officiellement à nouveau, disant que ce serait un honneur de travailler aux côtés du dragon jaune Zénon. Plus tard, Yoon réfléchit à la prophétie, selon laquelle, à la tombée de la nuit, le sang des dragons renaîtrait, et conformément à l'ancien accord, dès que les dragons se réuniraient, l'épée et le bouclier qui défendraient le roi se réveilleraient, et à l'aube, le dragon cramoisi reviendrait. Yoon savait déjà que ce serait le prochain objectif du groupe, et après quelques jours, ils retournèrent chez Iksu. À leur arrivée, ils trouvèrent tous sens dessus-dessous et le prêtre gisant au sol, la tête blessée. Après enquête, ils découvrirent qu'Iksu lui-même avait causé tout ce désordre par pure faim, et Yoon le réprimanda. Rien qu'en le regardant, Iksu comprit immédiatement que Yona avait vécu de nombreuses expériences. Yoon lui a demandé ce qu'il en était de la prophétie, et celui-ci lui a expliqué qu'il fallait encore attendre un peu avant que l'épée et le bouclier n'apparaissent, et que lorsque le moment serait venu, Yona saurait quoi faire. À ce moment-là, Zénon a dit pour la première fois que le but de réunir les 4 dragons était exactement celui-là. Et au fond, depuis que Ak et Yona s'étaient enfuis du palais, ils avaient besoin de la force des dragons pour continuer à survivre. Mais après cela, que se passerait-il? Passeraient-ils leur vie à fuir, ou tenteraient-ils de récupérer le trône en affrontant Suwon? Avec le pouvoir des 4, prendre le palais serait simple, mais Zénon dit qu'il n'avait pas l'intention de se battre car il n'était pas doué pour cela. Il suggéra néanmoins à Yona de réfléchir à cet objectif avant que le moment de la prophétie n'arrive, car pour l'instant, tout le monde avait décidé de rester là. À la fin de l'après-midi, les 3 dragons et Ak se sont assis ensemble pour discuter, notamment de la vengeance du père de Yona et du défi lancé à Suwon, mais s'il reprenait vraiment le trône, que ferait-il ensuite? Il n'était pas facile d'imaginer de grands projets pour quelqu'un qui n'avait que 16 ans, et rien qu'en entendant le nom de Suwon, Ak s'est levé et est parti. Plus tard dans la nuit, Iksu et Yona ont discuté devant la cascade. Tout ce qu'elle avait vécu lui rappelait son père qui recherchait la paix avant tout, mais le peuple n'était pas vraiment heureux. Plus elle voyait le monde, plus elle ressentait ses faiblesses. Mais même ainsi, il y avait toujours quelqu'un pour la soutenir dans les moments difficiles. Elle n'était pas encore assez forte pour se débrouiller seule, mais il y avait toujours quelqu'un pour lui tendre la main, et il y avait beaucoup de gens dans ce royaume qu'elle devait défendre. Elle ne regrettait pas d'avoir affronté ce seigneur corrompu et se demandait s'il y avait d'autres personnes de ce genre dans le royaume. C'est pourquoi elle décida qu'à partir de ce moment, elle voulait faire la différence et aider le peuple du royaume de Kuka, et elle s'excusa auprès de son père pour avoir désobéi et pris les armes. Avant de retourner au palais, elle avait encore des missions importantes à accomplir, et elle raconta également à Iksu qu'elle avait vu Suwon et avoua qu'elle ressentait de la haine, mais qu'elle n'avait pas pu l'attaquer. Iksu lui expliqua que certains sentiments ne disparaissent pas, même s'ils semblent confus. À l'aube, alors que tout le monde dormait, Yona continuait à s'entraîner sous la pluie, et Aki la suivit, inquiet pour sa santé, et ensemble, ils se cachèrent dans une grotte. Yona remarqua que Aki était gêné par le fait qu'elle s'entraînait avec une épée, et il lui dit qu'il n'était pas en colère, juste inquiet. Mais Yona voulait moins dépendre de lui, elle voulait devenir plus forte. Auparavant, elle avait demandé à Geaki de lui apprendre à se battre, puisqu'Aki ne voulait pas, mais Geaki, tout comme Aki, n'aimait pas la voir courir des dangers.
Géaki pensait que Aki ne voulait pas qu'elle utilise une épée précisément parce qu'il voulait qu'elle soit heureuse et protégée. Il a même plaisanté en disant que Aki voulait la cacher pour qu'aucun homme ne la regarde. Et avant de traiter Aki de possessif, Inu l'a interrompu, et Yona a pensé que c'était juste une blague de Géaki. Aki a expliqué que c'était le contraire, qu'il voulait montrer à tout le monde au palais à quel point elle était forte, et qu'un jour, il allait dire à tout le monde que c'était la fille qu'ils avaient chassée du palais, la princesse Yona qui s'était coupé les cheveux, avait pris l'épée et était devenue un exemple de courage pour défendre son propre pays. Rien qu'en entendant cela, Yona était super heureuse et finit par s'endormir à côté de Aki, qui lui donna un baiser affectueux sur le front. Et c'est ici que nous terminons notre vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et commentez ci-dessous, une couleur de dragon que vous aimez. Comme, je ne sais pas, un dragon rouge, juste pour que nous sachions que vous avez regardé jusqu'à la fin. C'est tout pour aujourd'hui, les amis, restez avec Dieu, et à la prochaine vidéo. Salut!